photos. Hein, le gouvernement avait bien lutté pour que Blé Goudé n'y aille pas, mais dès l'instant où les gens ont publié les photos, alors ça a énervé la CPI, ça a énervé M. Ouattara, ça a énervé la communauté internationale et Blé Goudé est emmené à la CPI. Alors moi, je me demande bien si les supporters de M. Ouattara analysent les pour et les contre de leur dire. Parce que quand vous dites cela, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire clairement que c'est un complot contre un groupe de personnes et que Blé Goudé, en fait, n'est pas coupable. En fait, il n'a rien fait. Mais comme il s'est foutu du pouvoir Ouattara, alors il doit aller à la CPI. Et c'est le même discours qu'on a entendu quand Gbagbo a été emmené à la CPI. On nous a dit, oui, les États-Unis l'ont appelé, on lui a dit de quitter le pouvoir gentiment, on lui a dit de laisser la place à M. Ouattara, et s'il n'a pas fait, on lui a fait des propositions, il a refusé. C'est pour cela qu'on l'a amené à la CPI. Mais donc, ça veut dire que, en fait, vous-même, les supporters de Ouattara et le RDR, savez très bien qu'il n'y a rien. Mais c'est-à-dire, cette fameuse phrase que certains essaient d'expliquer aujourd'hui, pour dire, comme Jacques l'a répété tout à l'heure d'ailleurs ironiquement, que c'est parce qu'il y avait une sorte d'incertitude pour la rébellion au nord que Zakaria a parlé. Mais cette fameuse phrase de Zakaria là, elle revient toujours sur la scène politique ivoirienne. Tous ceux qui se sont opposés à Ouattara ont eu une fin tragique. Donc dès l'instant que quelqu'un dit quelque chose qui est contre Ouattara, sa fin est tragique. Gbagbo, ce pays, parce qu'il n'a pas voulu donner le pouvoir au chouchou Ouattara, hein, au joyau Ouattara, au bébé Ouattara, il faut qu'il aille à la CPI. Blé Goudé, on a voulu nous faire croire, on a voulu faire croire aux gens que nous sommes des tortionnaires, que nous sommes des dictateurs, alors on est fâché, on l'amène à la CPI. Mais ça, c'est pas les attitudes d'un gouvernement sérieux. C'est vraiment de l'amateurisme et une ignorance caractérisée qui nous fait pleurer. Pour nous qui avons connu des gouvernements sophistiqués, ça nous fait pleurer. Franchement, ça nous fait pleurer. Parce qu'on a connu des gouvernements politiquement organisés, avec des groupes de communication, des représentants du gouvernement qui savaient ce qu'ils disaient avant d'ouvrir la bouche. Mais avec le groupe de Ouattara, c'est-à-dire, c'est la qualité que nous avons là, c'est ce que nous recevons. Voilà le problème. Alors, Blé Goudé est allé à la CPI, c'est très bien. Blé Goudé est là-bas, très bien. Nous sommes tous Ivoiriens. À Bobo, ça danse. Bravo. Mais quand on va finir ça demain, les gens vont se retourner pour dire, nous devons nous réconcilier. Les Ivoiriens doivent se réconcilier. Les partis de l'opposition comme le FPI doivent changer de langage parce qu'ils ont un langage guerrier. Ils ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, nous qui prétendons aimer la paix, c'est nous qui disons aux gens qu'on est content qu'un Ivoirien soit amené à la CPI. Mais l'histoire va nous rattraper tous. L'histoire va rattraper la Côte d'Ivoire. Et surtout, les leaders de Ouattara, qui sont des criminels, nous le savons tous, des assassins, nous le savons aussi, des méchants, nous le savons, mais qui aujourd'hui sont en costume. Donc, c'est comme si on a pris des loups, on les a habillés en peau de brebis, et puis ils se promènent. Mais leurs actes nous ont montré qu'en réalité, c'est des loups ravisseurs, c'est des loups méchants qui sont venus en Côte d'Ivoire pour dévorer, pour détruire. Et ça va les rattraper un jour. Et tous ceux qui le disent ici, c'est pas parce qu'ils sont fanatiques, mais quand la justice des hommes échoue, c'est la justice de Dieu qui prend place. Alors, il y en a qui viennent dire ici que Soro est innocent, Soro n'a jamais tué personne, Soro n'a rien fait, et ces mêmes personnes ont l'audace de nous dire à nous, dont Soro a tué les parents, ils ont l'audace de nous dire que Blé Goudé, là, c'est lui qui tuait les nordistes dans les quartiers. C'est Blé Goudé qui a organisé les gens pour aller brûler l'article 125, etc. Mais dis donc, Jacques, si le discours mettait les gens en prison, je crois qu'on devrait commencer par Alassane Ouattara lui-même, qui a mis la gadoue dans notre pays, qui est venu s'installer avec des rebelles au pouvoir et qui, aux yeux, au su de tout le monde, se pavane allègrement sans aucune conscience. Et on appelle cela un chef d'État qui sait ce qu'il fait. Un homme qui se comporte de cette façon, on dit c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous devons prier pour notre pays. Parce que franchement, nous sommes tombés de là où nous étions jusqu'en bas de l'escalier. Si c'est ce genre de comportement qu'on nous sert tous les jours et qu'on appelle politique. Des ministres, je ne sais pas où ils sont allés.
pour devenir ministres, qui viennent donner des discours bidons et qui sont fiers d'eux-mêmes. Vraiment, Jacques, moi je ne sais pas, Blé Goudé peut aller à la CPI, c'est sa vie, il a posé des actions, il les paye. Mais je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il faut que M. Ouattara et son pouvoir s'enseignent. Ceux qui ne sont pas éduqués, parmi eux, il faut qu'on les rééduque. Ceux qui ne savent pas comment gérer un pays, il faut leur montrer comment on gère un pays pour qu'ils sachent parler aux Ivoiriens. On vient nous crier ici, c'est pas vrai. Les gens disent, c'est pas vrai. Abidjan va bien. Mais quand on appelle Abidjan, pour nourrir une famille de 5 personnes, 6 personnes, il faut 7 000 francs. Petit tas de piment, 100 francs. Le kilo de viande qui est monté jusqu'à 2500 avec os. Et quand vous voulez acheter ce kilo de viande, le boucher vous met les morceaux d'os, les plus gros, mais les morceaux d'os les plus costauds pour ne pas qu'ils pèsent. C'est ça qu'on appelle le pays va bien. Les gens n'ont pas à manger, les élèves sont livrés à eux-mêmes, les étudiants n'en parlent pas, il n'y a pas de boulot, le pays va bien. Ouattara gère, l'argent circule, l'argent ne travaille pas mais ça circule. Il construit des ponts et tous les jours ici, on vient l'acclamer pour nous saouler le visage parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de président qui a su diriger si ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. On n'a jamais connu un bon président. On n'a jamais eu de président qui a bien fait. C'est aujourd'hui là, c'est Ouattara qui est le premier président ivoirien à faire de bonnes choses. Vraiment, je dis vraiment, la Côte d'Ivoire est tombée si c'est ce qu'on veut nous faire avaler tous les jours, Jacques. Et je rappelle encore, les frères qui quittent l'autre côté, qui font leur débat là-bas, personne ne les dérange. Quand ils viennent sur cette radio, ils nous respectent. Ils ne viennent pas ici pour nous insulter ou bien pour nous prêter des intentions. S'ils pensent qu'on ne les aime pas, ils peuvent rester de l'autre côté où on les aime. C'est aussi simple que ça. Là où tu vas, on ne t'aime pas, il ne faut pas rester là-bas. Moi, je trouve que c'est une insulte à nous qui sommes ici, qui prenons de notre temps pour animer les émissions. Et quand on parle, les frères n'écoutent pas parce qu'ils ont des préjugés, ils viennent avec des idées préconçues, ils sont déjà dans leur esprit traumatisés par le fait qu'on ne les aime pas. Donc, même quand tu dis un mot, ils entendent, on ne t'aime pas. Please, faisons un peu de table rase et revenons à la réalité. Personne ne hait personne ici. On est dans un débat. Si l'animateur ne veut pas que tu parles, tu ne parles pas. C'est comme ça. Quand quelqu'un anime son débat, il est libre de laisser parler Pierre et de ne pas laisser parler Paul. Ça ne veut pas dire qu'on aime Pierre plus que Paul, mais c'est une opportunité qu'on a de taquiner Paul plus que Pierre. Il faut que les gens comprennent cela et qu'on arrive à ce niveau. C'est ce qui a fait que beaucoup sont partis. Moi, personnellement, j'ai été une raison pour laquelle certaines personnes sont parties et qu'on a créé aujourd'hui une radio. Tant mieux si je peux contribuer à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Dieu merci. Mais quand vous avez créé vos radios et que vous êtes à l'aise là-bas entre vous et que vous chantez les louanges de M. Ouattara, matin, midi, soir, Ado, Aniché, Ado, bravo, bravo, merci, tu nous as sauvés, mais ne venez pas ici nous saouler avec vos attitudes de victimes. Désolé, on n'a pas le temps pour ça. Celui qui vient à une émission ici, l'animateur est libre d'interroger qui il veut, d'interrompre qui il veut, de laisser parler qui il veut. Celui qui pense qu'il est frustré, il raccroche son téléphone. Si tu veux faire comme nous, tu restes au téléphone jusqu'à 23h45 avant d'avoir la parole. Donc, personne n'est privilégié ici. Parce que moi, je suis là depuis, j'attends, Jacques ne m'a pas donné la parole. C'est à la fin, on me donne la parole. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont victimes, là, vraiment faites-nous grâce. Épargnez-nous vos discours, on est fatigué de ça. C'est ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Vous avez pris les machettes, vous avez pris les fusils et vous nous avez tués. Ici, encore aux États-Unis, vous êtes revenus avec les mêmes attitudes. On ne vous aime pas. C'est vous qui appelez à gauche, à droite pour torpiller les gens. Vous appelez à gauche, à droite pour salir les gens. Moi, je fais pour moi en direct. Celui qui n'est pas content, il vient sur cette radio, on fait le débat, on se dit la vérité. Mais les mesquineries et tout ça, je ne suis pas dedans et je pense qu'il est temps qu'on tape là-dessus parce qu'on est fatigué de cette histoire de nous les nordistes, on ne nous aime pas. Oui, les gens du sud, là, ils nous parlent comme ça. Jacques, je m'excuse, j'ai été un peu long, mais on est fatigué de ça et ils doivent arrêter. S'ils ne sont pas contents, qu'ils raccrochent leur téléphone. On n'a pas forcé quelqu'un à parler. Un point, c'est tout. Voilà. Maintenant, celui qui pense que c'est ma faute, je ne suis pas bien, Dieu merci, tout le monde ne peut pas être bien. Ouattara est leur président, il trouve qu'il est bien, qu'il continue avec Ouattara. Mais nous, les Ivoiriens, qui connaissons notre pays, qui savons d'où nous venons, nous savons que ça ne va pas en Côte d'Ivoire et nous n'allons pas nous taire.
Si c'est ça qui leur fait mal, c'est tant pis pour eux, parce qu'on va critiquer Draman Ouattara, l'ancien Burkinabé devenu ivoirien, jusqu'à ce que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Merci, Jacques. On a compris. Voilà, merci. Alors, ce que je veux dire, alors, tous ceux qui sont en ligne, vous êtes welcome. Hein, voilà, tout le monde est welcome. Vous allez vous réveiller, c'est toujours le même Jacques Roger Show, vous allez toujours avoir le droit de parole. Hein. Voilà, ça va. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais c'est ça aussi. Hein, voilà. Tout le monde aura le même droit de parole au niveau du Jacques Roger Show, il n'y a pas de problème. Alors, je vais aller du côté donc M. Boubacar. Hein, Boubacar qui voulait certainement tout à l'heure point, il n'a pas eu de temps. Alors, Boubacar, vous avez au moins suffisamment le temps maintenant pour faire votre point. Allez-y. Ok, merci M. Jacques. Je voulais saluer tous les auditeurs. Voilà. Vous savez, on a eu longuement à parler de réconciliation. Mais quand on parle de réconciliation, il faudrait aussi que cette réconciliation se fasse sur la base de la vérité. N'est-ce pas? Mais votre radio, c'est vrai, c'est une antenne qui nous permet de nous exprimer. Mais de grâce, que certains ne se croient pas vraiment plus ivoiriens que les autres, qui viennent s'étaler ici dans les injures, ce n'est pas honorable pour les Ivoiriens que nous sommes. C'est même on vient s'asseoir chaque jour s'insulter ici. C'est Sarah qui vient, qui parle les nordistes, mais je ne sais pas. Non, attendez. On va pour ne pas qu'il y ait des amalgames. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Donc, il faut qu'elle arrête d'insulter, de continuer d'insulter les nordistes à travers cette radio. Vraiment, la radio, on la respecte. Qu'elle arrête, ça n'est pas ivoirienne que qui que ce soit ici. Boubacar, une minute, voilà. S'il vous plaît. Je vais recentrer le débat. Non, attendez, Boubacar. Non, vous aviez dit parce que c'est comme ça, les accusations vont et puis après ça devient autre chose. Qu'est-ce que c'est ça dit d'injurieux que vous n'avez pas du tout aimé, hein? Voilà, dites-moi. Mais je me suis senti interpellé. C'est moi qui ai dit que Gbagbo avait une part de responsabilité et je soutiens et je maintiens que Blé Goudé a incité à la haine et à la violence. Je le dis n'en déplaise à qui que ce soit. S'ils disent qu'il n'a rien fait, il ira répondre à la haine. S'ils disent que Gbagbo n'a rien fait, il ira aussi répondre à la haine. C'est justement pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'on s'inscrive dans la réconciliation. Vérité et réconciliation. Si on a des choses à se reprocher, on s'assoit, on aura à en parler. Mais vous dites non, que vous ne vous inscrivez, ils disent qu'ils ne s'inscrivent jamais dans la réconciliation, dans le processus de réconciliation, tant qu'Alassane est présent ou bien tant que Gbagbo ne revient pas. Ok, ça c'est tout à leur droit. Non, mais alors on arrête, quand on le soutient, mais quand ils viennent aussi soutenir des discours comme Alassane qui n'est pas ivoirien, il perd la rébellion, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a tué Gueye à l'aube de la rébellion? Parce qu'on dit que c'est lui qui partait à RTI pour aller s'exprimer et se proclamer président. On n'a pas dit que c'est Alassane qui avait été qu'on avait abattu là-bas, qu'on donne les raisons pour lesquelles on a tué Gueye. Vous pensez que M. Soro et M. Alassane seraient vraiment auteurs de cette rébellion? Il n'allait pas prendre des dispositions sécuritaires pour sa femme ou bien pour sa famille, ou bien lui-même, il est resté à Abidjan. RFI l'a interrogé, il a dit qu'il fallait que le président Gbagbo reçoive les militaires parce qu'à l'origine, c'était comme une minerie. Boubacar, je peux vous poser une question, c'est-à-dire je veux orienter un peu le débat. Hein. Ok, merci. Voilà, j'attends des réponses. Voilà. Vous avez dit que si c'est Sarah a injurié, et ensuite elle a insulté les nordistes. Alors, je voudrais savoir exactement ce qu'elle a dit, hein, parce que c'est comme ça, fait peu après, il y a des envolées qui vont n'importe comment. Alors, dites-nous exactement ce qu'elle a dit, comment elle a insulté les nordistes d'après vous. Hein. Je vais entendre cela. Mais quand si c'est Sarah dit que les nordistes c'est froid, que chaque fois qu'ils disent des choses, c'est nous les nordistes qui pensons que nous sentons, comment on appelle, que nous sentons attaqués, et que si nous ne sommes pas d'accord, on peut aller se faire voir ailleurs, sur d'autres radios, que c'est comme cela que nous avons pris les machettes pour venir attaquer le pays. Mais écoutez, on a pris quelle machette venir attaquer quel pays? Mais nous avons le aussi. Nous les c'est votre héros. Non, est-ce que les derniers n'ont pas consacré cette division? L'arrêt de Yaoundé n'a pas été consacré cette division nord-sud. Parce que quand vous venez charcuter plus de 700 000 voix nordistes pour consacrer Gbagbo président, vous n'avez fait que, comment on appelle, vous n'avez fait que consacrer, n'est-ce pas, la division nord-sud. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour cela que c'est honteux de dire que Gbagbo a été président et il a été élu. Ce serait remettre sur la table encore la question nord-sud.
Vous avez donné raison à Soro à travers une telle décision. C'est tout. Parce que ce soit le nord du bois, toutes les voies du nord, des nordistes ont été purement et simplement annulées au profit de celles des Gbagbo. C'est inadmissible. Et vous pensez que comme ça, on allait plus instaurer la paix dans ce pays? Ce n'est pas ce qu'on a demandé à Yaoundé. C'était pas un problème. Jacques, recadrer le débat là, s'il te plaît, Jacques, recadre le débat là, parce que ça va sur le terrain ethnique là, il faudrait que cela soit clair. Il ne s'agit pas ici d'un débat ethnique. Il faudrait que ce soit clair dans les oreilles de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a engagé un débat ethnique ici. Mon frère Boubacar, en tout cas, moi, personne n'a fait une émission pour être contre les nordistes. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas une affaire de nordistes. Il faut que cela soit clair. Que ce soit sur mon émission, que ce soit sur l'émission de quelqu'un d'autre, que ce soit sur Jacques Roger, il n'est pas question d'un débat ethnique contre une ethnie de Côte d'Ivoire. Et ça, je ne cesse de le répéter. C'est que cette dame-là vient de parler. J'écoute très souvent ces débats. On parle de réconciliation, Oui. dans la réconciliation. Laissez affaire de réconciliation. Non, laissez affaire de réconciliation. On peut ne même pas se réconcilier, c'est pas là le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui... On peut ne pas se réconcilier, c'est pas là le problème. Mais moi, ce que je veux dire, laissez cette histoire d'ethnie-là, laissez ça de côté. Ça n'a rien à voir. Je dis en Côte d'Ivoire, il faut pas mélanger les choses. Il y a un politicien qui s'appelle M. Ouattara qui n'a rien à voir avec les nordistes. Vous qui parlez là, vous ne connaissez pas M. Ouattara avant qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire. Son problème n'est pas votre problème. Son problème n'est pas le problème des autres frères nordistes. Nous qui parlons là, on est tout le temps avec les nordistes. C'est pas une question de nordistes, monsieur Boubacar. Enlevez ça là-bas. C'est pas de ça on parle. C'est ceux qui viennent se plaindre. Voilà, c'est d'eux qu'on parle. Laissez ça là. Non, Mathieu, Voilà. À travers le M. Ouattara, beaucoup de nordistes ont été frustrés. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Vous m'entendez? si vous ne me laissez pas animer l'émission, on ne pourra pas. Vous allez avoir le show. Voilà. Voilà. Donc, M. Jacques, toutes mes excuses. Je voudrais qu'on arrête ce débat sur la nationalité. Vous n'avez pas pu démontrer que ce monsieur est étranger, donc arrêtons de le traiter d'Ivoirien. Si les pères et mères, et la nationalité ivoirienne des pères et des mères ne suffit pas pour démontrer la nationalité ivoirienne d'Alassane, donc je dirais que si Sarah même n'est pas ivoirienne. Personne sur le plateau ici n'est ivoirien. Si vos pères et mères ivoiriens, la nationalité, n'est-ce pas, de vos pères et mères, la filiation que vous avez vis-à-vis de ceux-là ne suffit pas pour établir votre nationalité ivoirienne. Voilà, je suis obligé de fermer un peu le mic de M. Boubacar pour orienter un peu le débat. Hein. Voilà, je crois qu'on a engagé le débat jusqu'à chaud. Il faudrait qu'on sorte un peu, comme l'a dit tout à l'heure, dans le débat un peu purement ethnique ou bien régional. Hein. Le problème, comme le dit de M. Mathieu Boisvré, hein, le problème de Ouattara, c'est un peu le problème de Ouattara. Là où j'étais un peu d'accord avec M. Boubacar, quand il dit que si ce Sarah avait dit donc les nordistes, selon lui, hein, ont quitté donc la radio, ils sont partis, voilà, bon, voilà. De ce côté, je peux un peu comprendre exactement ce qu'il veut dire. Mais il faudrait. Jacques, j'ai pas dit les nordistes, hein. J'ai dit ceux qui sont partis. J'ai pas dit les nordistes. Tout à fait, n'a pas voilà. parlé J'ai été très clair. J'ai dit ceux qui ont quitté la radio à cause de nous, parce qu'ils ne nous supportent pas. Faut pas qu'ils reviennent quand ils ont fait leur radio en paix, venir nous perturber en nous disant n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit. Elle a été claire. Elle a été claire. Voilà. Elle a été claire. J'ai dit ceux qui ont quitté la radio. Une minute, voilà. Ça sera fait le point. D'accord, on a compris. Alors, Boubacar, on va essayer de circonscrire un peu donc le débat. C'est ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit. Jacques, il faut laisser la sœur Sarah parler. Non. Je voudrais signaler ma présence, M. Jacques Roger. Les gens, elle exprime quelque chose. Laissez-la finir. Non, je vais fermer tous les micros, hein, s'il vous plaît. Hein. Je vais fermer tous les micros et puis l'ouvrir au moment où, voilà, même si vous êtes en chose, je vais fermer tous vos micros, hein, pour me permettre certainement de mieux diriger ce débat, pour ne pas que ce débat se transforme en un autre débat. Voilà, s'il vous plaît, je vous comprends parfaitement, mais on va essayer de cadrer un peu ce débat, afin que tout le monde puisse en sortir, hein, pour qu'il n'y ait pas tellement un peu donc d'envolée, hein. Alors, voilà. Donc, monsieur, il y a certainement une petite incompréhension, certainement de la part, peut-être une petite incompréhension de la part donc de Boubacar. On va permettre à Boubacar, certainement, donc de répondre à ça, et puis nous allons évoluer, hein. Voilà. Alors, Boubacar, allez-y. Hello? Oui, Boubacar, allez-y. Ok. Si elle dit qu'elle n'a pas parlé nordiste, ok. Je retire donc ma parole. Mais ce que je voudrais dire, on ne va pas s'éterniser sur, n'est-ce pas, la pierre que nous jetons à Pierre ou à Paul.
il est plus important pour nous de penser à l'avenir de ce pays. Arrêtons de nous accuser mutuellement. Mais j'écoute à longueur de journée, c'est des attaques par-ci par-là. Alassane a fait ceci, Alassane a fait cela, Babo n'a rien fait, Blé Goudé n'a rien fait. Mais j'ai dit que tout le monde a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Si on ne part pas sur ce postulat-là, ça ne sert à rien. Parce que quand Alassane, lui, il a instauré ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation, à travers Konab Bani. Mais c'était une tribune qu'il donnait à chacun de venir s'exprimer. Si certains pensaient à Alassane à l'origine de la crise, ok, venez le dire. Si là, se défendre, va te défendre. Mais si on ne s'inscrit même pas dans cette histoire-là, la tribune, la perche qu'on nous tend, on ne veut même pas la saisir. Il est évident qu'on ne peut pas sortir de ce bourbier dans lequel nous retrouvons. C'est ce que je dis. Il faut qu'on arrête de s'accuser. Des gens viennent chaque jour, c'est un bilan totalement négatif, macabre qu'on lance. C'est Alassane qui est à l'origine de la crise. Gbagbo n'a rien fait. Mais comment on peut avancer comme cela? Gbagbo n'a rien fait. On est quand même tous témoins de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Soyons un peu sérieux, relevons quand même le niveau du débat. Arrêtons de descendre tout le temps, n'est-ce pas, dans la poubelle. Vous ne pouvez pas dire que tout va mal en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. M. Boubacar, vous reconnaissez que M. C'est ce que je ne comprends pas. Je veux quand même qu'on parle de temps en temps de réconciliation, c'est important. On ne va pas rester à s'éterniser dans l'intervenant qui est venu. J'aurais voulu quand même qu'il équilibre le débat. Mais il a passé sur toute la ligne, comme l'a dit M. Ngita, il a passé toutes les 4 heures ou 3 heures de temps à accuser Alassane. Alassane, c'est le démon finalement. Mais je ne comprends pas. Une minute, Boubacar. Mais lui, il est peut-être un vulgaire inconnu qui est couché au Ghana là-bas. Qui le connaît dans le microscope politique en Côte d'Ivoire? Personne. Attendez, Boubacar, on va aller un peu doucement. Le monsieur, c'est un Ivoirien. Il a là, l'école vous a dit que c'est la majeure partie des gens qui ont au moins bac plus 4. Aujourd'hui, il est en exil. Alors, vous pensez que ce monsieur qui est à l'exil, là, de la situation dans laquelle il va venir parler bien de M. Ouattara? Est-ce ceux qui se sont sentis un peu dans le temps victimes de l'ivoirité, est-ce qu'ils parlaient bien de M. Henri Konan Bédié ou bien de M. Laurent Gbagbo? C'est ce que vous devez un peu comprendre. Il est à l'exil. Il veut bien rentrer chez lui. Donc ne comptez pas forcément sur ce monsieur pour venir certainement chanter les louanges de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc à la limite, on peut comprendre exactement un peu sa frustration. Vous ne pensez pas un tout petit peu, M. Boubacar? Un tout petit peu, M. Boubacar? Mais beaucoup de personnes plus importantes que lui sont rentrées au pays. Ils circulent librement là-bas, personne n'est inquiété. N'est-ce pas? Le président du FI, Afi N'Guessan, il est sorti, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Est-ce qu'il est inquiété? Alors, donc, ils n'ont qu'à rentrer s'ils ont des choses à reprocher au pouvoir. Mais ils vont le faire là-bas. On n'a pas besoin de rester à l'extérieur pour dire des choses, des contre-vérités. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne dis pas que Alassane fait totalement bien. Je ne dis pas que Gbagbo fait totalement bien. Mais je veux aussi que si nous voulons aller sur la base de la réconciliation, qu'on puisse situer les responsabilités. On dit, bon, ok, on nous donne une tribune pour nous exprimer. Allons-y à cette tribune, saisissons l'occasion et on avance. Et vous pensez qu'on va rester ça dans cette spirale comme cela d'injures au quotidien et puis on va pouvoir penser réellement quelque chose de positif pour notre... Monsieur Boubacar, vous parlez d'injures, d'insultes. Il n'y a pas d'injures, d'insultes ici. Chaque fois, vous intervenez d'insultes. C'est un débat que les gens ils donnent leur point de vue. Ce n'est pas injurier quelqu'un. Vous employez chaque fois des injures et des insultes. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un débat. Et chacun donne son point de vue. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en train d'injurier Pierre ou Paul. Et malheureusement, c'est ça la politique. Je ne sais pas si vous supportez le camp de M. Alassane Dramane Ouattara, mais au moment où vous étiez dans l'opposition, vous n'avez jamais rien dit de bien par rapport à M. Laurent Gbagbo, même malgré tout ce qu'il faisait. Au temps de Bédié, vous n'avez jamais rien dit de bon aussi par rapport à Bédié. C'est ça aussi la politique. M. Ouattara partira demain. Si peut-être X vient au pouvoir, que vous êtes dans l'opposition, vous parlerez toujours mal de lui. Et malheureusement, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Mais là où je suis d'accord avec vous, nous devons mettre certainement l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. De ce côté, je suis d'accord avec vous. Mais la politique 101, ça a existé hier, ça a existé aujourd'hui et ça existera toujours demain. Alors, finissez votre point et nous allons prendre une autre personne. Allez-y rapidement, Boubacar. Merci d'avoir déjà saisi ma préoccupation.
Ma préoccupation, c'est qu'on sorte, n'est-ce pas, de cette poubelle-là pour avancer. C'est ça qui est le plus important. Je suis déjà intervenu sur ce sujet avec l'imam Yao et je pense que je reste accroché à cela. J'y crois fermement. Je pense qu'on peut avancer. Vous m'entendez? On ne peut pas rester là en train de nous accuser mutuellement. Il y a eu un fait, ça on le reconnaît. Il y a eu des problèmes, il y a une crise en Côte d'Ivoire, on le reconnaît. Mais quand on vient aujourd'hui pour dire que telle personne est responsable de cette crise-là, non. Si Alassane est responsable, Gbagbo est tout aussi responsable. Est-ce que vous voyez? Mais il ne faudrait pas venir jeter tout sur Alassane. Si on va sur cette base, on ne pourra pas avancer. D'accord. J'étais moi aussi militant du FPI. Ce qui a fait de moi, ce qui m'a retiré de ce parti, c'est le fait qu'à un moment donné, excusez-moi le terme, sur un journal, comme on appelle Notre Voix, je vois titre fraude à la nationalité. Et je regarde, tout ça c'est les non-nordistes. M'excusez quand je reviens sur ce terrain, parce que ça m'a frustré. Nous sommes frustrés de savoir que quand on parle de fraude à la nationalité, c'est les non-nordistes qu'on présente. À tel enseigne qu'il fut à un moment donné, quand un policier te contrôle, il prend ta pièce, il y a des pièces qui ont été bloquées. J'ai un ami administrateur des services financiers qui a vu sa carte d'identité bloquée par un policier et il est parti avec ça. Donc vous voyez que c'est frustrant qu'un jour, du jour au lendemain, on te passe pour un étranger à ton propre pays. Simplement à cause du fait qu'on mette, on mette un doute à travers ton nom, on met un doute sur ta nationalité. Et personne n'est plus ivoirien que l'autre. On n'a qu'à apprendre à se respecter dans ce pays. C'est tout ce que je demande. Donc, M. Jacques, merci d'avoir saisi ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que nous mettons la réconciliation, n'est-ce pas, au-dessus de tout. C'est ce qui est très important. Quand des gens disent on n'a pas bien se réconcilier, ok, ils n'ont qu'à continuer de batailler. Alassane continue de gouverner. S'ils veulent aussi qu'on arrête, on se réconcilie pour penser à l'avenir de notre pays, tant mieux. Mais on ne va pas rester là dans cette spirale. Chaque fois, c'est telle personne qui est responsable. J'ai dit non. Alassane est ivoirien, il n'est pas ivoirien, mais ça, ce débat est clos. D'accord. On n'a pas pu démontrer qu'il n'est pas ivoirien. Donc, on n'a qu'à arrêter ça. Merci. Donc, vraiment, merci une fois de plus. Voilà, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Bouba. Alors, je crois qu'avant de prendre une autre chose, alors, je vous ai promis une minute. Je vais aller du côté de notre ami qui est au Maroc, là, qui voulait faire un petit point rapidement. Alors, Jacques, est-ce que j'ai au moins l'opportunité de faire un point avant d'aller au Maroc? L'avion ne peut pas revenir. Je vais vous donner un peu le sucre encore pour boire un tout petit peu de sucre. Non, moi, je n'ai pas de problème, Jacques. Je ne suis pas en train de me battre. Je pense qu'il faut battre le fer quand il est chaud, c'est tout. Et il faut rectifier les choses que le frère vient de dire. Parce que si on ne les rectifie pas, vous rejouez les émissions souvent en playback. Et quand vous écoutez ces émissions, parfois les gens disent, mais pourquoi il a dit ceci et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et les gens vont dormir avec ces choses, ces informations. Nous savons tout, nous sommes tous ivoiriens, Jacques. Le président Félix Houphouët-Boigny, on nous a dit que son père était sénégalais. Vrai ou faux? Parce qu'il y avait trop de Sénégalais dans le gouvernement ivoirien, des noms à consonance sénégalaise. Après, on nous a dit non, que son père est burkinabé. C'est pour cela qu'il y avait d'autres burkinabés autour de lui. Après, on nous a dit non, c'est même pas qui est son père. Jacques, est-ce que j'invente quelque chose? Non, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a mis combien de personnes en prison? Parce que nous tous sommes dans nos couloirs et même partout, on a dit que c'est un étranger. On a tué combien d'Ivoiriens parce qu'on a dit que Houphouët est étranger. Quand tu sais que tu es Ivoirien, là, même si on t'appelle burkinabé, tu t'en fous. Monsieur Boubacar vient de le dire. Moi, Sarah Tahar, je suis de l'Ouest. Si monsieur Boubacar dit que je ne suis pas Ouest, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas même aller chercher à me fatiguer quelque part. Parce que je sais qui je suis. C'est quand tu ne sais pas qui tu es là et qu'on te dit que tu n'es pas ce que tu crois être que ça te dérange. Oui. Eux, ils n'ont pas besoin de se battre pour M. Ouattara. M. Ouattara, n'importe quel Ivoirien est en droit de dire qu'il est burkinabé, qu'il est Mossi, qu'il n'est pas Ivoirien. C'est le droit de tous les citoyens ivoiriens de le dire. Si M. Ouattara est Ivoirien, mais où est le problème des accompagnateurs là, qui nous embrouillent? C'est ce que je ne comprends pas. Quand on dit que M. Ouattara, ça crie. Mais ceux qui crient, Jacques, ils crient pourquoi? Ils sont les cousins de Ouattara. Tous ceux qui parlent ici, là, ils n'ont jamais pu nous prouver qu'ils sont liés à Ouattara par des liens de sang.
Même ceux que nous appelons Ivoiriens qui nous sommes allés à l'école, parmi eux, personne n'a jamais pu nous prouver pour dire, moi je suis Ivoirien, Ouattara et moi on a le même père, même mère. Si c'est ça. La même mère. Voilà. Son point, c'est que nous avons déjà dépassé cela. Ça fait 20 ans que nous continuons cela. M. Ouattara est président, donc pour lui, hein, le débat sur la nationalité n'a plus sa raison d'être. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de ça. Hein. Vous pouvez parler de ça. Oui, mais Jacques, il a le droit de penser comme ça parce qu'ils sont au pouvoir. Mais nous qui avons mal là, moi si je suis fâché, j'ai dit Ouattara le moussi, il a gâté mon pays. C'est mon droit de parler comme ça parce que j'ai mal. Parce qu'on a tué mes parents à l'ouest. J'ai ce droit-là. Donc lui, il ne peut pas m'enlever mon droit quand il réclame lui son droit. Eux, ils sont contents parce que M. Ouattara est au pouvoir. Et comme il est président, le débat sur la nationalité est dépassé. Nous sommes d'accord avec ça. Parce qu'il est président ivoirien aujourd'hui. Mais ça ne peut pas annuler l'histoire, l'autre partie de la vie de M. Ouattara, que tout le monde connaît aussi, Jacques. Et si on en parle, ce n'est pas parce qu'on est des démons. Ce sont des faits. Tout le monde sait où M. Ouattara a commencé, d'où il est sorti pour apparaître en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Le cursus de M. Ouattara le dit. Même son grand frère, son meilleur ami d'aujourd'hui, a éternisé ça dans un livre. Les écrits restent. C'est écrit. Ouattara est burkinabé. Ça là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Si c'est Sarah, son point, c'est que le fait de dire Ouattara est burkinabé, où ça nous amène, où ça amène la Côte d'Ivoire? Pour lui, je ne dis pas que vous avez tort, hein. Vous avez le droit, si c'est Sarah, de dire ce que vous êtes en train de dire. Mais pour lui, il faut aller au-delà de tout ça maintenant, puisque Ouattara est au pouvoir, hein, afin que nous puissions aller à la réconciliation, créer les conditions d'une réconciliation en même temps pour qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'a pas aussi... Mais c'est là, Jacques, que nous, on a des problèmes avec eux. Vous savez, mes frères, là, qui supportent Ouattara, leur attitude, c'est l'attitude de quelqu'un qui dit que moi, je suis fort. Tout ce que j'aime, là, c'est ce qu'on mange dans la maison. Si je n'aime pas Korala, on ne mange pas Korala. Donc, si toi, tu n'es pas fort, il faut te taire. Hier, quand ils étaient dehors, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils ont pris les armes parce qu'on dit qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Quelle réconciliation ils veulent? S'ils veulent réconciliation, Jacques, est-ce qu'ils traitent les Ivoiriens comme on les a traités hier? Ils étaient en exil hier. Les Ivoiriens qui étaient au pouvoir les ont amnistiés, les ont ramenés au pays, ont restauré leur travail, leur salaire, restauré maison, on leur a donné chauffeur, on paye leurs frais médicaux. Jacques, c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. Ce qu'on leur a fait hier, ils ont refusé de le faire aux Ivoiriens aujourd'hui. Et en faisant ça, ils nous disent que tant pis, on se réconcilie avec vous. Vous voulez ou vous voulez pas, on doit se réconcilier parce que nous sommes tous frères. Non, vous avez oublié qu'on était frères hier quand vous nous avez tués. Aujourd'hui que vous avez la force, vous avez l'armée, vous avez l'ONUCI, l'ICOM derrière vous, vous venez vous terroriser les gens d'un côté et puis de l'autre côté vous dites réconcilions-nous. Mais qui va accepter ça? Dites-moi. Vous, quelqu'un passe derrière vous et vous insulte. Mais quand vous arrivez devant lui, il dit non, moi je veux la réconciliation, hein. Moi c'est mon frère, hein, je l'aime. Mais dès que vous tournez le dos, on vous appelle pour dire Jacques, mais le monsieur vient de dire ceci, le frère vient de dire ça, le frère dit que tu es comme ça. Est-ce que vous n'allez pas être dans la confusion un peu? Vous allez vous poser des questions. Et c'est à ce petit jeu que M. Ouattara joue. Écoutez Jacques, on n'est pas des enfants. En Côte d'Ivoire, je le dis ici toujours, Oufouette Boigny nous a donné quelque chose. C'est l'école et l'intelligence. Les Ivoiriens sont intelligents, articulés. Nous sommes allés à l'école, dans les meilleures écoles sur la terre. On n'a rien à envier à personne, Jacques. On ne peut pas nous raconter des balivernes. Et après, on vient nous dire des choses qui ne tiennent pas debout. Et quand on analyse, maintenant, on trouve que nous, on n'aime pas Ouattara. Quand quelqu'un me dit que aujourd'hui, Blé Goudé est parti parce que ces photos, on a montré des photos, ça a énervé le gouvernement. Mais Jacques, quelle déduction voulez-vous que quelqu'un qui réfléchit bien, qui est allé à l'école, qui sait faire des analyses, sorte de cette histoire? Applaudir Ouattara, tout simplement, et puis crier merci Ouattara? Mais non, il ne faut pas que les frères nous imposent de marcher comme eux ils veulent marcher. Non. Et le dernier point que je vais faire, parce que vous avez beaucoup d'auditeurs, le frère Boubacar, tout à l'heure en parlant, dit que c'est à cause des actions de Gbagbo que la rébellion est sortie. Mais qu'il a lu la charte du Nord que Diabaté a lu en 95. Parce qu'en 95, Gbagbo n'était même pas dans l'image. Il était un opposant. Déjà en 95, ils avaient commencé à regrouper les troupes pour défendre ce qu'ils ont appelé leur bien. Pour se séparer du Nord, et séparer le Nord du Sud.
pour que les fils du Nord affirment leur ivoirité à part entière, prennent en charge leur identité. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'était pas au temps du FPI. C'était au temps où Bédié était au pouvoir. M. Diabaté est allé au Nord. Il a fait ce discours. On ne peut pas effacer ça. C'est écrit. Donc, quand nous parlons et que nous disons qu'ils ont prémédité de tuer les Ivoiriens, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire c'est parce qu'on nous a enlevé les cartes d'identité sous Gbagbo. Parce qu'en 1995, avant que Gbagbo arrive, eux, ils avaient déjà décidé, ils avaient planifié, ils ont écrit, ils ont fait des campagnes de sensibilisation pour fortifier les frères du Nord, pour les rassembler et leur dire faisons bloc autour de notre ethnie pour diviser la Côte d'Ivoire parce que ces gens ne nous aiment pas. Bien que tous les cas de transport appartiennent à nos frères du Nord, bien que chaque gouvernement, ils ont au moins 4 à 5 ministres, bien que en Côte d'Ivoire, ils ont tout le commerce, mais ils ont été ceux qu'on n'aime pas. Et le frère vous a montré quand j'ai dit que parce qu'ils ont un traumatisme, ils n'écoutent pas. J'ai parlé tout à l'heure, tout de suite, ils se sentent blessés. Tout de suite, il vient m'accuser d'avoir insulté les nordistes. Tout de suite, il vient dire que j'ai dit les nordistes. Je ne l'ai pas dit, je n'ai pas insulté les nordistes. J'ai eu assez de temps ici pour expliquer que dans ma famille, il y a des frères, j'ai des sœurs qui sont du Nord, dont le père est du Nord. Donc, je n'ai aucun problème avec les nordistes. Mais il faut qu'on arrête de nous faire passer pour des démons. Parce qu'on dit que M. Ouattara ne fait pas ce qu'il doit faire. Merci, Jean. Voilà, merci, Sister Sarah. Alors, n'oubliez pas, nous avons parlé donc de la cotisation. Pour le moment, je ne vois pas les gens, c'est tellement faire quelque chose. La cotisation, afin que nous puissions donc amener une personne ou deux personnes avec Sister Sarah, une ou deux personnes avec Sister Sarah, soit moi ou bien une autre personne, pour nous représenter au niveau donc du Canada. Je pouvais s'asseoir Sister Sarah et puis peut-être une autre personne, soit le professeur Sompoyi, le docteur Bamba, Pasteur Nda, Alfred ou bien une autre personne en même temps nous représenter au niveau donc du Canada. Alors, les funérailles auront lieu la semaine prochaine. Voilà, donc j'attends un peu vos contributions, s'il vous plaît, afin que nous puissions donc l'équipe d'Afrique 2050 NRI Radio puisse amener une équipe au niveau donc, du Canada. Et puis l'autre côté, il y a eu une pensée aussi très profonde pour notre sœur, Madame Diomandé Moussa, qui a perdu donc sa grand-mère aujourd'hui, je pense aujourd'hui. Alors donc, pour aussi prier aussi pour elle aussi, Madame Diomandé Moussa. Si vous avez donc son numéro, vous pouvez donc directement l'appeler. Elle a perdu donc sa grand-mère. Voilà. Alors Jacques, la cotisation, c'est combien? Non, c'est une cotisation. Bon, vous savez exactement. Pour Mathieu Boisbré, ça doit être au moins $400. Voilà. Ouais, c'est bien. J'ai compris. Oui, mais Jacques, très rapidement, il faut recentrer les choses comme je le disais tout à l'heure. Et surtout faire comprendre à notre frère, je sais pas comment il s'appelle, c'est Boubacar ou bien, ouais, il faut lui faire comprendre que il faudrait qu'on soit un peu relax, surtout quand on parle des politiciens, et que Alassane Ouattara est une star et un politicien de grande envergure. On va toujours parler de lui. Il n'y a pas de débat qui est dépassé, surtout quand il s'agit d'un leader politique. Et ça, je le dis tous les jours. Obama, après son premier mandat, au deuxième mandat, on se rappelle, Donald Trump a encore remis sur la place son histoire de nationalité du pays où il est né. Il a encore remis ça sur la place, après qu'il ait déjà dirigé. Donc, le débat sur la nationalité de Ouattara, il ne faudrait pas que non seulement ça intéresse, que ce soit un débat que tout le monde pense que le débat les concerne, mais aussi, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est un vieux débat. On ne cherche pas à licencier M. Ouattara pour dire non, il faut répartir. Non, les carottes sont cuites, mais il ne faudrait pas que les gens se disent que c'est un débat qui est clos. Toujours, les gens en parleront et que cela n'écorche pas quelqu'un, quoi. Il faudrait que cela soit clair. C'est ce point-là que je voulais faire. D'accord. Alors, merci Mathieu Boisbré. Alors, avant donc de prendre les frères qui sont en ligne, ensuite nos soeurs qui veulent intervenir. Voilà, alors je vais prendre... alors, je crois que avant de prendre Madame McGrégory, Madame Dick, Madame Sebo, alors Madame Kwasi, alors voilà. Je vais venir exactement un peu le feu là. Voilà. Donc, je vais calmer un tout petit peu. Prendre Almami Karamoko, afin qu'il nous donne un peu, donc, un peu les choses. Voilà. Almami, avant donc de prendre les grandes dames du Jacques Roger Show. Allez-y, Almami.
Alors, je crois qu'il doit avoir un petit... Alors, on vous prendra tout à l'heure. Bon, voilà, si c'est les grandes dames, hein. Donc, les grandes dames, et puis, je reviendrai à vous. Hein. Ça sera back to back to back to back. Donc, attachez la ceinture, hein. Attachez donc les ceintures. Alors, nous allons commencer directement avec... puisqu'elle... Bon, j'avais vous prendre Madame Dick. Madame Dick, je vais vous prendre tout à l'heure puisque vous avez pu discuter, vous avez pu poser des questions. Je vais aller du côté donc de Madame Marc Grégory. Hein. Madame Marc Grégory, allez-y hein, pour votre commentaire. Oui, Jacques Roger. Oui, Madame. Je remercie M. Bob de ce qu'il vient de dire. Aboubakar Alassane n'est pas burkinabé. Ce n'est pas burkinabé. Pourquoi aujourd'hui les burkinabés jubilent? Alassane est venu au pouvoir, les burkinabés sont en train de jubiler dans Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On va sortir de ce débat, on comprend votre point. Jacques Roger, on ne sort pas de passer, c'est ce qui a amené la crise en Côte d'Ivoire, c'est ça. La nationalité d'Alassane, c'est ce qui amène cette crise en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui les burkinabés jubilent? Les burkinabés savent que c'est leurs frères, les burkinabés savent qu'Alassane est burkinabé. C'est vous les Ivoiriens, les gens du Nord qui ne savent pas qu'il est burkinabé? Madame, bon, les burkinabés, oui. Le débat là, où ça va nous amener encore? Il est déjà président du Côte d'Ivoire. Où ça va nous amener? Ça va justifier le comportement des Ivoiriens. Bref, moi ce que j'aimerais, je ne sais pas quand est-ce que vous allez avoir un invité RDA, parce que j'ai une question fondamentale à leur poser. Une question vraiment fondamentale à leur poser. C'est pas quand est-ce que vous allez avoir un invité RDA. On va tenter le samedi prochain. Samedi prochain. Ok, je voudrais vraiment poser une question. Et puis quoi encore? Bon, moi je pense que le transfèrement de Blé Goudé toujours à la haie est une bonne chose. Parce que c'est là-bas que la vraie vérité va sortir, que ce soit la prison à la haie, que ce soit la prison à Abidjan. Entre deux mots, moi j'ai toujours dit, j'ai choisi le moindre. À la haie, il y a plus de sécurité. Il y a plus de respect des droits de l'homme, il y a plus de, comment dirais-je, de médecins qui vont le suivre. Enfin, je préfère là-bas. Et là-bas, il va avoir un procès, on va savoir ce qui s'est passé. Alors, la haie est faite pour les hommes, la haie est faite pour les hommes, n'est pas faite pour les animaux. Mais c'est où le bas blesse, c'est l'injustice qu'il y a derrière cela. C'est l'injustice. Et c'est ce qui fait mal. De même, on n'a pas vu Gbagbo en train de tuer des gens, on l'a amené à l'arrêt. De même, on n'a pas vu Alassane en train de tuer des gens, il doit y être. Avec tout ce que cela comporte. On n'a jamais vu Blé Goudé en train de tuer des gens. De même, on n'a jamais vu Soro Diom en train de tuer des gens. Mais nous savions tous qu'on les soupçonne de crimes. Les deux doivent y être. Voilà où nous disons qu'il y a l'injustice. Et non, frère du Nord, si vous ne comprenez pas ça, il y a un gars du Nord qui est venu dire que Soro Diom n'ira jamais à la haie, que Soro Diom n'a rien fait. Et quand tu sais, moi personnellement, je sais que la rébellion a tué 2 de mes neveux à Boaké, 2 gendarmes à Boaké. Alors, quand il vient dire quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous voulez que nous réagissions? Comment vous voulez que nous réagissions? C'est écœurant. C'est écœurant parce que vous avez le pouvoir. Voilà l'injustice qui est en train de se faire encore. Et demain, si les Ivoiriens, si l'autre côté se lève pour se manifester parce qu'il y a une injustice, vous allez trouver qu'on n'a pas de raison de manifester. Voilà, c'est l'injustice là, cette injustice là, qui vous a dit qu'il y avait de l'injustice à cause de ça, vous avez fait la rébellion. Voilà une autre injustice qui est là. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ils n'en parlent même pas, hein. Il n'y a même pas d'injustice sur ce que à la fin fait bon. Voilà le problème. Voilà où le problème, on ne peut pas s'entendre. Depuis le début, j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, quand Alassane ira, il aura une réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation, il ne peut même pas avoir de réconciliation maintenant. Laissons le problème de réconciliation là. Il n'en aura pas. Qu'Alassane gouverne comme il veut le faire, je demande aux Ivoiriens de rester tranquilles. Restez tranquilles. On va voir ce qui va suivre. Ne manifestez même pas le transfèrement de Blé Goudé là. Ne manifestez rien, laissez. En tout cas, il y a une justice. Et cette justice divine-là fera ce qu'on va voir. On est là tous, on va voir.
C'est la mort qui a, comme on le dit, c'est la mort qui a tort. Sinon les vivants verront. D'accord. Jacques Roger, merci beaucoup, c'est ma conclusion. Voilà, merci. Hein. Alors, on va le discuter de Madame Kouassiani. Ok. Je voudrais dire merci à Sister Sarah parce que tout ce qu'elle a dit là, c'est comme si elle venait de mon cœur. Donc, je veux juste dire merci, Sister Sarah. Merci beaucoup. Mais, vous savez, on a suivi le débat de Claudius et nous avons vu des réactions de part et d'autre. Mais il y a un truc qui me chiffonne un peu. Et, s'il vous plaît, Jacques, ne fermez pas mon micro, s'il vous plaît. Ah non, ça dépend de ce que vous dites. Non, je veux m'adresser aux gens du FPI. Bon, les voilà. FPI qui sont sur cette radio, ça, eux, je vais m'adresser. Parce qu'ils ont écouté... Yes. Non. Parce qu'ils ont écouté Claudius Quadion. Et quand il parlait, nous avons vu l'intervention des gens du RDA. Moi, j'aime bien les gens du RDA parce qu'ils sont dans une logique et ils n'ont même pas le temps d'échanger. Ça ne les gêne même pas. Ils sont dans leur logique et ils sont là-dedans. Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas changer. Alors, je ne comprends pas les gens du FPI. Spécialement les FPI de cette radio. Je ne les comprends pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer à un petit double jeu. Et moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Je ne suis pas FPI, je suis pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est eux qui étaient au pouvoir quand il y a eu cette crise-là. C'est eux, c'est les FPI qui étaient au pouvoir. Et c'est à cause, ce sont les mêmes FPI étant au pouvoir et ayant été agressés. Tous les Ivoiriens se sont sentis concernés par la chose, par la crise ivoirienne. Alors moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que il y a la radio de Jacques Roger qui soit là, et que ces mêmes FPI-là, les RDA qui venaient sur cette radio, se sont levés un matin, ils ont fait un genre de coup d'État comme d'habitude. Même aux États-Unis, ils ont fait un coup d'État sur cette radio, ils sont allés créer leur radio. Les mêmes FPI, ça va encore donner une audience au RDA. Je ne sais pas où il se situe. Je sais que Jacques n'est pas RDA. Il n'est pas FPI, il n'est pas RDA. Je crois qu'il est PDCI. Non, je ne suis pas PDCI non plus. En fait, non, Jacques, c'est ce que je sais. Bon, voilà. Non, Jacques, je ne viens pas pour vous défendre. Je viens m'adresser au FPI. Parce que c'est comme ça le FPI a fait en Côte d'Ivoire et nous avons eu des problèmes aujourd'hui. Il ne faut pas continuer aux États-Unis avec ce comportement-là. C'est eux qui sont toujours là-bas. Ils sont toujours sur cette radio pour leur donner une audience. Les RDA n'ont pas le temps des Ivoiriens pour leur donner une certaine audience. Donc si vous êtes dans ce débat-là, franchement, je préfère que vous ressaisissez, quoi. Parce que je ne vous comprends pas. Franchement, M. Jacques Roger, je ne comprends pas les gens du FPI de votre radio. Ils sont toujours sur la radio des rebelles. Ils vont faire quoi là-bas? Non, mais... Il y a rien d'expliqué aux rebelles. Oui, madame. Est-ce qu'il n'y a pas la liberté d'expression, la liberté d'aller et puis revenir? Est-ce qu'il n'y a pas cette liberté quand même? Monsieur Jacques Roger, qu'est-ce que vous appelez liberté d'expression? Oui, bon, si la liberté d'expression ici, la liberté d'aller et venir, la liberté d'aller intervenir où ils veulent, est-ce qu'ils ne sont pas libres à votre avis? Qu'est-ce que vous appelez être libre? Des gens qui ont quitté cette radio à cause d'eux. Tous ces groupes de Diomando ou whatever. C'est à cause des mêmes FPI qui ont quitté cette radio et puis ils sont allés créer leur radio. Alors vous les suivez encore là-bas? Mais quand même, je ne comprends pas. Madame, on ne va pas certainement... Non, on ne va pas certainement s'attaquer à des personnes. Vous pouvez faire votre point, mais sans pour autant être trop direct, parce que quand c'est comme ça, c'est comme s'attaquer à quelqu'un, c'est pas bien. Faites votre point sans pour autant s'attaquer à Pierre ou Paul, de façon générale. Voilà. Que je dise quoi, les rebelles? Mais je vais dire les rebelles, il n'y a pas de problème. Non, ce ne sont pas des rebelles en tant qu'ils ne sont pas tous des rebelles là-bas quand même, madame. Monsieur Jacques Roger, laissez-moi vous dire quelque chose. Oui, madame. À mon humble avis, tout ce qui est RDA est rebelle. Puisque c'est à cause du RDA que nous avons connu la rébellion. Donc moi, tout ce qui est RDA, ce sont des rebelles. Il n'y a rien qu'on puisse... Personne ne peut changer cela de ma tête. Ça, c'est ce que je crois. Alors moi, je ne peux pas comprendre que les rebelles qui ont quitté cette radio de Jacques Roger aillent créer une autre radio. Et que les mêmes FPI, sauf pour qui
pour ceux pour lesquels les RDR sont partis, continuez de les suivre pour leur donner une audience. Comment? Respectons-nous quand même. Respectez-vous, FPI. Vous aussi. Parce que je ne sais pas c'est quel jeu politique vous êtes en train de jouer avec le RDR. Le RDR n'a même pas votre temps. Mettez-vous ça en tête aujourd'hui. Vous êtes là, le RDA a pris Gbagbo, ils l'ont amené à la haine. Les mêmes RDA ont pris vos dirigeants, ils les ont mis en prison. Les mêmes RDA aujourd'hui ont amené Blé Goudé, le patriote qui vous a soutenu à la haine. Il est parti hier. Et vous continuez toujours de les suivre. Comme, je ne sais pas ce que vous voulez prouver. Vous dites que vous faites la politique. Les gars, ils ont les armes. Et ils sont dans une logique de désinformation, de mensonges. Ils vous accusent de tout et vous n'avez pas de dignité. Come on. C'est un sérieux. Parce que ça, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui t'a fui, et à cause de toi spécialement, il a décidé de partir. Parce que quand sur cette radio, M. Jacques Roger attaquait le camp Gbagbo quand ils étaient au pouvoir, les RDA étaient contents, ils ne sont jamais partis. Dès que le monsieur a commencé à attaquer Draman, tous les RDS se sont levés, ils sont allés créer leur radio. Il y en a même, ils ne viennent plus parler leur gros français là, ici. Ils ont commencé à dire, oh, Madame Kwasi, et puis si c'est Sarah nous insulte, à la fin même, ils se sont ramassés pour pas dire, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais de grâce, vous les FPI là, ayez un peu honte un jour. Parce qu'on est fatigué de vos comportements. C'est pas bon. Merci. Merci, Madame Kwasi. Alors, Madame Sebo. Madame Sebo, vous êtes en ligne, Madame Sebo. Hello, bonsoir Jacques. Bonsoir, Madame. Alors, on croit qu'il a... On dirait que les gens parlent le langage. Bonsoir tous les auditeurs. J'appelle d'abord, je tire mon chapeau à Monsieur Mathieu Boisbré, c'est ça? Voilà, c'est vraiment c'est un animateur de taille et je pense que Jacques Roger, il faut rester avec un monsieur comme ça. On a besoin des animateurs comme ça. Et vous aussi, je vous tire mon chapeau. Mais ce pourquoi j'ai appelé, vraiment, ce soir, je ne vais pas trop parler. Je remercie ma sœur Sarah. Tout ce qu'elle a dit, vraiment, j'étais fatiguée quand je suis rentrée du travail, mais je crois que je vais bien dormir. Je ne vais même pas prier ce soir. Je ne vais même pas me couvrir du sang de Jésus. Mais elle a tellement bien parlé, elle a apaisé même mon cœur. Que le Seigneur même la bénisse. Tout ce qu'elle demande, tout le désir de son cœur, Dieu n'a qu'à lui donner. Que Dieu fasse d'elle une grande dame. Pas seulement politiquement, mais dans le ministère de Dieu. Vraiment, tout ce qu'elle a dit ce soir, vraiment, je lui dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu la bénisse abondamment. Vraiment. Et puis, j'ai un dernier mot concernant la réconciliation. Il ne peut pas avoir de réconciliation. Pourquoi? Moi-même, là, je suis touchée. Parce que moi, mon père est décédé comment on appelle, pendant la crise, pendant que j'étais ici. Mon père était un avocat. Actuellement, où je vous parle, parce que mon père avait son cabinet à Boaké. Actuellement, où je vous parle, je peux dire que ce sont mes biens. Les gens ont occupé les maisons de mon papa jusqu'à présent, où je vous parle. Ils ont pillé son cabinet et c'est ça aujourd'hui qui a fait que mon père est mort. Il est tombé malade, il avait la tension, il est tombé malade et quand il y a eu la crise, il a eu une insuffisance rénale et mon père est parti. Et jusqu'à présent, ces maisons sont dans la main des rebelles, des gens qui ne savent même pas d'où est sortie cette maison. Et ces maisons me reviennent de droit, mais les gens sont encore dedans. Pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que le gouvernement de Draman soit sérieux. Il faut qu'il se mette devant la nation pour demander aux gens qui occupent illicitement les domaines des gens de libérer. Ils n'ont qu'à déguerpir les maisons des gens. Les gens qui sont en exil, qui rentrent. Les prisonniers, qu'on les libère.
Mais on ne peut pas avoir tout ça là et on parle de réconciliation. Non, ce n'est pas possible. Il y a un contraste, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes des Ivoiriens, il faut qu'on se dise la vérité. Pour qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire, tous ces mots-là doivent être traités. Ça doit être traité minutieusement. Alors, mais quand on parle de réconciliation, on tue les gens, on frappe les gens, on ne peut pas marcher, les gens protestent, on les frappe, on les met en prison. Il ne peut pas avoir de réconciliation. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Il ne peut pas avoir de réconciliation tant que les cœurs ne sont pas apaisés. C'est comme hier, je parlais, peut-être que j'étais un peu emportée. C'est vrai, il y a des choses qui énervent. Quand tu n'es pas touché, tu ne sens pas. Moi, ma fille, elle a fini ses études. Il n'y avait pas de boulot. Elle a défait son curriculum vitae par-ci, par-là. J'étais obligée de la faire sortir du pays. Parce que c'est mon avenir. C'est le seul enfant que j'ai. Les enfants n'ont pas de boulot. Ils vont à l'école, ça ne va pas. On nous met des ministres à la tête du gouvernement qui ne savent même pas parler le français. Mais dis donc, c'est vraiment, c'est terrible, c'est même honteux. C'est pour ça qu'ils ont tué tous les Ivoiriens là, pour nous envoyer des analphabètes à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, quand même. Oui, mais madame, moi, je n'insulte pas quelqu'un ce soir, hein. Je parle de mon pays. Je n'attaque même pas quelqu'un. J'ai mal au cœur parce que c'est mon pays. Je suis une patriote. J'aime mon pays. Je ne peux pas dire j'adore mon pays parce que la seule personne que j'adore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aime mon pays et j'ai mal. Ça fait que souvent quand je parle, j'interviens sur votre radio, j'interviens un peu avec passion parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas à manger. Même ce soir, j'ai un oncle qui m'a envoyé un test message. Dès que je suis sortie de mon bureau, j'ai vu, il m'a demandé de l'argent. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, il faudrait que le gouvernement d'Alassane s'asseye. Ils n'ont qu'à faire leur mea culpa. Et ils n'ont qu'à s'occuper de la population ivoirienne. Je parle bien des Ivoiriens. Ivoiriens. Parce qu'on peut être Ivoirien par nationalité, comme ici aux États-Unis. Je parle des Ivoiriens. Parce que moi, j'ai une amie ici. Je vais vous donner un exemple. Jacques, une amie qui a dit, et je tairai son nom. Elle a passé 30 ans de sa vie ici. Quand elle a perdu sa mère, l'année dernière, elle est partie sur Abidjan. Quand elle est arrivée en Afrique, elle s'est dit, bon, je vais faire d'une pierre deux coups. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, je crois qu'elle avait besoin d'un extrait de naissance, des copies d'extrait de naissance. Je crois qu'elle avait quelque chose à faire ici, je ne sais pas. Elle est partie où elle était née, parce qu'elle est née à Zopé, précisément. Quand elle est arrivée là-bas pour faire la copie, pour qu'on lui établisse des copies de son extrait de naissance, ce fut une surprise pour elle, une surprise désagréable. Elle arrive, elle donne la copie de son extrait de naissance sur laquelle on devait regarder et puis lui refaire une nouvelle copie. À sa grande surprise, le numéro qui lui était attribué depuis sa naissance a été attribué à un Burkinabé. Elle me dit, mais madame, c'est beau, mais je suis tombée des nues. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis née ici, mais c'est mon numéro, voici, et heureusement que j'ai une copie de mon extrait de naissance. Le même numéro a été attribué à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. C'est du désordre. C'est du désordre. Ça fait mal. Quand tu parles, tu as envie de parler calmement, mais quand tu penses à des choses, tu n'arrives pas à te contenir et tu parles avec passion, pas parce que tu veux injurier quelqu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler, utiliser des propos injurieux. Non, je n'ai pas été élevé comme ça. Mon père était un homme de loi.
C'était un avocat, j'ai été bien élevé. J'ai fait mon enfance en France. Lorsque j'avais 10 ans, je suis parti en France. J'ai fait toute mon enfance là-bas. J'ai fait mes études là-bas. Mais il y a des choses qui font mal. Ça fait mal. Moi, j'ai perdu mon père aujourd'hui à cause des Draman. Et Dieu merci même, peut-être que ce jour-là, mon père allait mourir quand la rébellion a commencé à boiter. Moi, je n'y étais pas. Mais ce jour-là, mon père a pris sa voiture. Je crois qu'il devait rentrer sur Abidjan. C'est le lendemain que la guerre a éclaté. Ils ont pris tout son cabinet. On a pris toutes ces maisons qui sont là-bas. Je ne peux pas être en possession de ce qui me revient. Et vous me demandez de me réconcilier avec qui? Tu veux me réconcilier avec qui? Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que tous ces mots-là soient traités minutieusement. Pendant que Draman parle de réconciliation, il met les gens en prison. Mais il se fout des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes, Jacques. Ils ne sont pas stupides. Ils regardent parce qu'ils sont fatigués. Ils ne veulent pas qu'on les tue. Parce que pour un oui ou pour un non, on te tue, on te gorge. Moi-même étant ici aux États-Unis, quand j'ai vu la photo du gendarme je suis allé dans une famille, ils savent que j'étais très sensible. Ils m'ont dit, on va te montrer une vidéo. Je dis, mais quelle est cette vidéo? Est-ce que tu peux t'aider? J'ai dit, essayons. Mais le monsieur et son épouse, quand ils m'ont mis la vidéo où on a égorgé le gendarme, je vous assure, Jacques, j'ai vomi, j'ai rendu dans le salon. Parce que je n'ai jamais vu ça. J'ai dit non, c'est faux, ça c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est des monstres qui peuvent se comporter comme ça. Il ne peut pas avoir de réconciliation. Il ne faut pas se cacher la face. La seule personne sur laquelle nous pouvons compter, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut combattre pour la Côte d'Ivoire. Parce que où nous sommes là actuellement, là, la Côte d'Ivoire est dans la main du diable. Nous qui prions là, on connaît. C'est pas tout qu'on dit. Vous avez des hommes de Dieu sur la radio, mais la Côte d'Ivoire est entre les mains du diable. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur de Côte d'Ivoire, vraiment ce soir je demande aux uns et aux autres de prier. On n'a qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que où le pays s'en va là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. On n'a qu'à se dire les vérités. Où le pays s'en va là, c'est pas bon. Parce que le sang qui va couler à Côte d'Ivoire, je ne cache pas, je le dis solennellement sur votre radio. Ce n'est pas mon souhait. Quand je prie toujours, je demande à Dieu, pardon à la Côte d'Ivoire. Le sang qui va couler en Côte d'Ivoire, même la guerre qui s'est passée là, ça ce n'est rien. Marquez ça aujourd'hui, Jacques Roger. Je ne vous ai jamais parlé aussi sérieusement. Je ne suis pas pasteur, mais je prie, je sers ma communion avec Dieu. Si les gens n'arrêtent pas de se comporter, d'être revanchards, de faire les trucs d'ethnie et tout ça, le sang qui va couler en Côte d'Ivoire là, mais ce n'est pas bien. La Côte d'Ivoire sera réduite en ruine. En ruine, je vous dis bien. Parce que, regardez depuis le temps du fouet jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des ethnies qui ont été frustrées. Il y a beaucoup d'ethnies qui ont été frustrées. Moi, j'ai mon bon frère au temps du fouet qui était ministre. Ma soeur est née. Son mari était ministre dans le gouvernement du fouet. J'étais petite pendant 33 ans. Et je connais pratiquement tous les ministres du fouet. Dans le gouvernement du fouet, il y avait beaucoup de frères du Nord. Il y avait même des ministres maliens. Mohamed Diawara, sa fille était mon amie. Il y a beaucoup d'ethnies qui ont été frustrées. Comment on appelle Ernest Boka, son épouse, je la connais très bien. Elle est amie à ma famille. Les Abais, les Atiers, pour n'en citer que ceux-là, les Guébiers. Mais on n'a pas vu quelqu'un qui a pris une machette, Kalachnikov. Mais aujourd'hui, quand j'imagine, moi j'ai des amis du Nord. J'ai des amis du Nord. On mangeait ensemble, la Tabaski, la Noël, etc., etc. Mais je ne peux pas m'imaginer qu'avec ces gens-là, on était là,
on se disait que nous étions des frères et sœurs, pendant qu'ils étaient en train de cotiser, mais pour aller tuer nos parents. Comment on peut se regarder? Des enfants qui ont vu leurs parents égorgés, tués. Et jusque-là, on n'instaure pas la paix. Ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire, on joue avec. Je remercie le Seigneur que vous avez cette radio-là pour qu'on parle. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si le gouvernement d'Alassane ne change pas de tactique, le sang va encore couler et ça va doubler. Celui qui a des oreilles n'a qu'à écouter ce que je dis ce soir. D'accord. Merci. Jacques, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Voilà. Je m'appelle Jeannette Sadegui. Au nom de Modèle C, CADUS et CFE, je vous invite à participer au forum sur le thème Diaspora africaine et développement. Quel partenariat? Prévu le samedi 12 avril 2014 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. de 14h30 à 18h, suivi de rafraîchissement. Ce forum est placé sous le patronage de son Excellence M. Daouda Diabaté, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Ce forum va être une plateforme d'échange d'expériences, de solutions ciblées. Il s'agit de la contribution de la diaspora africaine à l'endroit de son pays d'origine. Comment capitaliser, maximiser cette contribution, opérationnaliser les idées, les recommandations des uns et des autres? Quelles sont les opportunités, les difficultés, les acteurs locaux et internationaux, les perspectives, les contraintes majeures que rencontre la diaspora? Vous êtes tous attendus. Afin de vous réserver un accueil les mieux appropriés, il est recommandé de nous communiquer par courriel votre nom et, si possible, votre affiliation à JNETK@KAH, donc c'est JNETKAH@KAHLEGUIL.org. Nous aurons le plaisir de vous accueillir le 12 avril à 14h30. Merci et que Dieu nous bénisse. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, c'est le 2424 Massachusetts Avenue, Northwest, Washington, D.C., 2008. Le célèbre de Charles Blé Goudé. Devant la foule, il tient son rôle à la perfection, celui d'orateur. Il est alors ministre de la Jeunesse, farouche partisan de Laurent Gbagbo, qui à l'époque refuse de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle. Plusieurs fois, il appelle ses troupes à la mobilisation. Il menace notamment ouvertement de lancer l'assaut sur l'hôtel du Golfe, où est retranché Alassane Ouattara, déclaré vainqueur par la communauté internationale. Les jeunes patriotes prendront leurs responsabilités et que les mains nues, nous irons libérer le Golfe Hotel. Étudiant brillant, Charles Blé Goudé développe son don pour la rhétorique au cours de ses années de lutte syndicale au sein du mouvement étudiant. Entre 1994 et 1999, âgé seulement d'une vingtaine d'années, il est emprisonné à 8 reprises. C'est en 2002 qu'il fonde le mouvement des jeunes patriotes. C'est là qu'il se révèle. Indépendance de la Côte d'Ivoire, discours nationaliste enflammé, son soutien à Laurent Gbagbo est sans limite. 2 ans plus tard, la France réplique à un bombardement de ses forces en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé lance alors un appel à la résistance contre la présence française. Une position qui devient son leitmotiv crise après crise. C'est la France qui a planifié, organisé toute cette crise que nous vivons en Côte d'Ivoire. Déjà en 2006, l'ONU l'accuse de prôner la violence et gèle ses avoirs à l'étranger. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011, le général de la rue décide de prendre la fuite. Il est finalement arrêté au Ghana en janvier 2013, transféré en Côte d'Ivoire et inculpé pour crimes de guerre et assassinat. C'est l'image. Voilà, c'était donc un peu, voilà, commentaire par rapport un peu à voilà. Alors, je vais aller du côté donc du Maroc pour voir donc la réaction de notre frère. Il doit se faire très tard là-bas. Je crois que 4h ou 5h du matin.
Alors, Monsieur Chris, vous êtes en ligne, allez-y, faites votre point rapide. Oh, ok, il est 5 heures du matin. Bien, j'ai entendu toutes les dames, vraiment, je les salue, je les salue, et j'aimerais quand même répondre un peu tardivement peut-être à M. Aboubakar, qui a parlé de réconciliation. Encore une fois, je remarque la mauvaise foi des gens du RDR. Parce que aujourd'hui, sur la scène politique ivoirienne... M. Boubacar n'a pas dit qu'il était du RDR, il n'a pas dit ça. Oh non, moi, par rapport, là encore, si la honte de qui il est, c'est compliqué. Par rapport à ses commentaires, on sait bien d'où il vient, mais c'est pas grave. J'aimerais faire remarquer à M. Boubacar que sur la scène politique ivoirienne, celui qui a le mot réconciliation à la bouche et qui essaye de l'appliquer, c'est bien le président du FPI, M. Affi N'Guessan. Et quand nous autres, nous nous trouvons hors de notre pays, parce que nous nous sentons menacés, quand près de 100 000 Ivoiriens se trouvent dans des conditions impossibles à l'extérieur du pays en exil, c'est bien par rapport à une raison. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont à l'extérieur de rentrer, alors que pendant le même temps, les maisons sont occupées. Vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de rentrer, alors que lorsque certains rentrent, ils sont emprisonnés, torturés, souvent assassinés. Aujourd'hui, nous nous rappelons tout ce qui s'est passé. Nous nous rappelons tout ce qui s'est passé lorsque le président Gbagbo a initié le forum de réconciliation. Il a essayé de faire venir Ouattara en Côte d'Ivoire, de faire venir M. Bédier, et il a créé une plateforme pour que tous les Ivoiriens parlent, et que grâce à la parole, on puisse libérer certaines choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec M. Ouattara? Les Ivoiriens sont brimés. Aujourd'hui, même où je vous parle, une manifestation du FPI vient d'être dispersée par la police. Les journalistes du côté du FPI sont brimés et emprisonnés. Et c'est le mépris. Aujourd'hui, on prend nos petits frères, on les enferme. Vous avez sûrement vu les photos des gens qu'on a torturés, notamment au niveau de Tabou, qu'ils ont été enfermés sans aucun procès. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison depuis près de 3 ans, sans jugement aucun, sans qu'ils sachent pourquoi ils ont été arrêtés. Comment, dans ces conditions, quelqu'un de responsable peut demander à la victime de se réconcilier? Nous allons nous réconcilier avec qui? Tout le monde a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas à l'extérieur du pays par plaisir, je le répète. Nous avons nos emplois, nous avons nos familles, nous avons nos enfants. Nous sommes obligés de quitter tout cela parce que des gens ne veulent pas qu'on parle. Le thème est très important. Pour ne pas qu'on parle. Mais nous nous rappelons de comment le président était traité ici dans les journaux. Qu'un militant du RDR me dise combien de militants du RDR sont allés en exil pendant la présence de Gbagbo. Si c'était aussi terrible que cela. Combien de militants de RDR ont fui la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier dans des camps? On ne peut pas parler de réconciliation quand les gens font un effort pour renier la réalité des autres. C'est difficile. Et c'est cette mauvaise foi-là qui fait que les Ivoiriens ne croient pas en Ouattara, à ce qu'il dit. Aujourd'hui, on nous a dit que les rebelles, les FSC allaient être désarmés. Mais ils ne désarment pas. Ils sont encore dans nos quartiers, dans nos rues, avec les armes, en train de faire la population, pour ne pas qu'un Ivoirien puisse au moins parler. Mais je crois que quand le président Gbagbo était là, les gens se promenaient avec les meetings, les traitaient de tout et de n'importe quoi. Le patriote a osé mettre des images, pendant que le président Gbagbo était là, des images qui ne sont pas possibles dans un pays normal. Tout cela, ça a été accepté. Mais finalement, le RDR, ça a été d'abord Bédier. Bédier était la bête noire, c'était le démon. Ils ont fait un coup d'état, ils ont mis Bédier de côté. Celui qui est arrivé, c'est Gbagbo. Ils l'ont traité de tout. Mais quand un parti comme le RDR, par exemple, prenait des images de Benoît Chouer, qui est un film financé par Ouattara, pour se promener au nord, pour aller dire à nos parents que c'est au nord, qu'on tue vos frères à Abidjan. Mais qu'est-ce que ça peut créer si ce n'est pas la haine? Je crois que c'est à Ouattara de faire une tournée aux gens du nord pour leur dire que vraiment on est allé un peu loin, il faut laisser ça, nous sommes avec des frères. Parce que les gens du nord considèrent les autres comme leurs ennemis. Bon, vous n'allez pas dire que non, enfin, vous n'allez pas dire tous les gens du Nord, dites au moins certaines personnes, c'est pas eux tous. Non, mon frère, je préfère parler de la majorité, parce que c'est elle qui agit. Dites la majorité. Voilà, mais... Non, bon, quand je dis les gens du Nord, je parle de la majorité. Tout à l'heure, monsieur, excusez-moi, monsieur Boubacar disait que il a vu sur un journal, il était marqué faute de la nationalité. Mais un Ivoirien ne fraude pas la nationalité.
Moi, je connais des amis sénoufos. Tu ne peux pas dire à un sénoufo de Côte d'Ivoire que tu es étranger, mais vous allez vous battre. Parce qu'il sait qu'il est ivoirien, il va défendre son intégrité. Et donc, si des gens du Nord, si des gens quittent au Mali, si vous appelez ça le Nord de la Côte d'Ivoire, je suis désolé, ça c'est au Mali. Si des gens du Mali se font arrêter et qu'on détecte une faute dans la nationalité, on ne doit pas le dire. Et si on le dit, c'est qu'on a attaqué tout le Nord. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu quand même quelques exagérations, c'est-à-dire... Est-ce que ces exagérations sont du fait de l'État? Est-ce que je peux finir ma question, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur Jacques. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu quand même quelques exagérations, c'est-à-dire confondre les populations donc, du Nord avec les populations du Mali ou bien du Burkina Faso, dont vous avez mentionné? Est-ce qu'il n'y a pas eu des frères du Nord qui ont été victimes quand même de quelques injustices à un moment donné? Oui, je ne redis pas ces injustices, mais ce que je veux comprendre, je veux vous faire comprendre, c'est que est-ce que ça vient d'un de tactique? Est-ce qu'il y a eu une réunion pour demander aux policiers de s'attaquer aux gens du Nord? Non. Et donc quand ce n'est pas délibérément de l'État, on ne peut pas imputer cela à l'État. Mais qu'est-ce que je crois que pour corriger cela, pour que ça ne se répète plus, qu'est-ce que l'État a fait? Ah, monsieur, il y a eu plein de campagnes. Il y a eu plein de campagnes pour tous ceux qui étaient à Abidjan, ils peuvent le voir. Il y a eu plein de campagnes. Et justement, la politique du président, qui était de nommer les gens du Nord à des postes de responsabilité, qui était quand même d'essayer de rassembler les Ivoiriens sur le plus important. Je parlais toujours, chaque fois que le président parlait, il disait que la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Oui, mais... La Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens. Oui, mais je pense qu'il y a une campagne. La campagne n'a pas tellement bien marché. On peut dire que ce gouvernement n'a pas fait son travail. Il appartenait à ce gouvernement de garantir pratiquement le droit à chaque Ivoirien. Et s'il y a un Ivoirien ou bien il y a des groupes d'Ivoiriens qui ont senti que peut-être leurs droits étaient certainement bafoués, donc ce gouvernement n'a pas réussi sa mission. Oui, mais monsieur, tout à l'heure dans ma première intervention, je disais simplement que Gbagbo il a gouverné lui seul de 2000 à 2002. Et avec les crises à répétition, avec les campagnes pour que les Ivoiriens se calment, pour qu'on se réconcilie, en 2 ans, j'aimerais bien comprendre, c'est le fait que des policiers retirent des pièces à des Ivoiriens qui fait qu'on lance une guerre contre le reste de la Côte d'Ivoire. J'aimerais comprendre si on ne peut pas trouver un autre moyen de régler ce problème-là que de créer cette guerre qui, jusqu'à aujourd'hui, est en train de foutre notre pays en l'air. Aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, moi je suis je suis à Nice, je suis d'Aboisseau. Je crois que chez nous, il y a eu quand même des mouvements au fouet, à Maté, notre région. Vous savez que c'est votre frère qui est M. Ngueta, il est dernier d'Aboisseau aussi, hein? C'est votre frère. Oui. Hein? Oui, nous sommes des frères, ça n'empêche pas qu'on ait des vues différentes. Et justement, on n'a pas besoin de s'entretuer. Voilà. Justement, il faut que les gens le comprennent. Chez moi, à Boisson, il y a M. Ngueta qui est du PDC ou du RD, je ne sais plus, et moi qui suis du FPI. On n'a pas besoin de se tuer pour ça. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux uns et aux autres. Quand dans un pays, l'expression que les gens choisissent, c'est de prendre les armes pour effrayer, pour tuer l'autre, mais comment on peut s'en sortir? Et c'est cette attitude irresponsable de certains politiques qui nous envoient dans les problèmes. C'est ça qui nous envoie dans les problèmes. Mais c'est sur Gbagbo que Ouattara a eu un certificat de nationalité. C'est le même Gbagbo qui a permis à Ouattara d'être candidat. C'est le même Gbagbo qui, en 1995, a mené avec le RDR dans le Front républicain la lutte pour les libertés, pour le vote à 18 ans, pour une transparence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on décide de prendre des armes contre ce monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouattara se mette dans un coin pour dire que si vous voulez qu'on mélange le pays, on va le mélanger? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on nous dise qu'on va rendre notre pays ingouvernable? La crise politique ivoirienne depuis 20 ans tourne autour d'une seule personne. Simplement parce qu'il ne peut pas être candidat. Oui, mais il y a des gens vous avez dit qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont restés à l'hôtel du Golfe pendant au moins 1 mois dans des conditions un peu difficiles. Je crois que tout est passé de là, hein? Tout est parti de là, hein, je pense quand même. Mais non, monsieur, pour l'hôtel du Golfe, c'est un problème très simple. Moi, je parle d'autre chose. Parce que pour l'hôtel du Golfe, c'est une crise électorale. Une crise électorale, la meilleure manière de la régler, c'est de se conformer à la loi. Mais Chris, à notre avis, s'il n'y avait pas eu l'épisode de l'hôtel du Golfe, est-ce que vous pensez que M. Ouattara n'allait pas être très reconnaissant, comme vous le dites, très gentil avec M. Alassane Dramane, avec M. Laurent Gbagbo, s'il n'y avait pas eu l'épisode de l'hôtel du Golfe? Monsieur Jacques, ça n'a pas besoin de gentillesse à ce niveau-là. Donc, quand je vais dire gentillesse, c'est-à-dire reconnaître au moins ses droits des citoyens et cette affaire d'exil. Mais aucune chose ne doit permettre à M. Ouattara de priver un Ivoirien de ses droits.
Non, ça ne doit même pas se dire. Oui, mais il ne veut pas priver les gens de ces droits, mais celui-ci, il y a des gens qui considèrent qu'ils ont commis des crimes, c'était à lui certainement donc de prendre ses responsabilités. Attendez, M. Laurent Gbagbo qui pensait certainement, la majeure partie de lui, peut-être que c'est lui seul qui ne le pensait pas, s'il pensait que M. Ouattara était certainement celui qu'il était, puisque c'est ce que vous êtes en train de dire, hein, il a refusé pratiquement donc de jouer son rôle donc de président de la République afin de protéger les citoyens en mettant certainement les grands bandits en prison. Il ne l'a pas fait. M. Alassane Dramane Ouattara le fait maintenant. Vous ne pouvez pas accuser M. Ouattara certainement de diriger le pays. Monsieur, vous faites, il y a des choses que vous dites qui sont très graves. Vous parlez de grands bandits. Comment est-ce qu'on détermine qu'un bandit sans enquête, sans jugement? Oui, mais il y avait 10 ans pour déterminer qu'il y avait des enquêtes. Non. En ce moment-là, pourquoi vous accusez des gens d'être bandits s'il n'y a pas eu d'enquête, à votre avis? Vous permettez, moi je ne suis pas Babo, je suis un citoyen. Je sais, mais je vous pose la question. Voilà. Donc, oui, justement, donc moi, je peux loisiblement trouver que Ouattara est un bandit au vu de ce que je sais. Mais le président, c'est le président, sa parole engage en d'autres choses. Je veux dire simplement que pendant la transition qu'on a connue dans notre pays après l'attaque de 2002, le président ne pouvait même pas démettre un ministre. Est-ce que vous savez ça au moins? Oui, mais quand vous savez... Non, je vais finir. Je vais finir, s'il vous plaît. Non, une minute. C'est moi qui contrôle le show, hein, c'est moi qui contrôle. Je suis Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara du show, hein, je contrôle, voilà. Allez-y donc. Alors, monsieur le président. Bon, voilà. Alors, continuez, je crois que j'ai oublié ce que j'avais voulu dire. Allez-y rapidement, allez-y. Voilà, justement. Babo Laurent avait dit justement que quand nous sommes dans une crise, quand nous n'avons pas gagné la guerre, nous sommes obligés de négocier. Et les négociations ont fait que plusieurs entités sont entrées au gouvernement. Vous convenez avec moi qu'un gars comme Kone Messamba, qui n'a même pas le niveau CP2, qui est ministre, quand même ça sort de l'ordinaire. Et ces gens-là, on ne pouvait pas les démettre de leur position de ministre parce que c'était pour des accords. Et donc, dans ce cadre des accords, le président n'avait pas les mains libres. C'est ce que j'avais voulu dire là. Quand vous êtes dans une telle situation que vous n'avez pas les mains libres, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas forcément obligé de continuer. Hein? Si nous étions au moins dans un pays développé ici comme ça, dans une telle situation, vous démissionnez, vous comprenez. Si vous ne pouvez pas travailler, vous avez été élu pour travailler, que vous ne pouvez pas travailler, vous démissionnez. C'est aussi clair que ça. Oui, de votre point de vue, c'est aussi clair. Mais quand des gens s'attaquent à la République, s'attaquent au fondement même de la République, s'il faut démissionner, ce n'est pas la peine de résister. Mais c'était à vous de protéger cette République si vous ne l'avez pas protégée. Que vous êtes République, vous avez laissé la République certainement dans une telle situation. Il appartient à vous de tirer les conséquences. En démissionnant ou bien en résistant? En démissionnant, puisque vous avez échoué. Vous avez échoué. Non, monsieur, mais monsieur Jacques, ce que les gens cherchaient au-delà de tout, c'est de brûler la République. Pas forcément. Ce que les gens cherchaient. Ben si. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Quand on attaque une république, quand on parle d'abord, on nous a parlé d'abord comment ça s'appelle, d'une mutinerie. Quand on attaque les mairies, par exemple, et qu'on déchire tous les actes civils de naissance partout, quand on s'attaque aux institutions de manière simultanée dans chaque ville, dans chaque grande ville, il y a eu une attaque. Ce n'était pas juste un coup d'État ou bien une mutinerie. On s'est attaqué au fondement de la République. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue, s'il vous plaît. Oui, mon point, c'est quoi? On a commencé à attaquer au fondement de la République depuis le coup d'État que vous avez, M. Laurent Gbagbo et son camp ont applaudi. Je sais que Mathieu Boisbri n'aime pas cela. Hein? C'est là qu'on avait commencé à applaudir, c'est-à-dire. Je finis donc, hein, puisqu'ils ont dit que c'était un coup d'État qui était salutaire pour la démocratie. Hein? Donc, ça a été qu'on a applaudi. Même Blé Goudé, je peux vous dire, vous a dit que c'était un coup d'État normal, justifié. Voilà. Alors, ce sont des propos qui engagent Blé Goudé. Voilà, et justement, c'est pour vous dire qu'au moins l'entourage de ces choses avait aussi. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on avait commencé à attaquer ces fondements. Une fois, c'était à vous de protéger ces fondements. Si vous ne réussissez pas à protéger ces fondements, c'est à vous de prendre des responsabilités et de tirer des responsabilités. Regardez un peu, par exemple, au niveau des États-Unis, les fondements de la République ont été attaqués. Mais le lendemain, George Bush n'est pas allé négocier certainement avec le Taliban. Il allait venger, entre guillemets, certainement donc les États-Unis. Et c'est pourquoi il est resté au pouvoir. S'il n'avait pas réussi, il allait partir. Voilà. Oui, mais plus de cette manière, ça paraît un peu facile. D'abord, il faut faire la différence entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Non, je parle d'un pays en tant que tel. La souveraineté d'un pays. Oui, non. Il y a des armes pour défendre la souveraineté. Un pays comme la Côte d'Ivoire, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec Babo Laurent. Oh, mais Gbagbo a dit qu'il avait les armes en même temps pour défendre la Côte d'Ivoire, justement. Il avait dit qu'il avait les armes, nous sommes bien préparés, personne ne peut nous attaquer. Hein? C'est ce qu'il a dit. Non, je vous en prie. Je vous en prie.
Nous avons été attaqués en 2002. Quand le président est rentré, tout ce qu'il a dit, c'est que étant le chef... Non, s'il vous plaît, je vais juste répondre parce que finalement c'est vous qui parlez. Il a dit simplement, étant le chef, je ne peux pas rester loin de mon peuple pendant qu'il est attaqué. Je suis rentré dans mon pays et nous allons faire front ensemble. Je ne parle pas de ça. C'est ce que le président a dit. Avant l'attaque de la Côte d'Ivoire, Monsieur Bogadoudou, Monsieur Lida Kwasi et autres sont venus à la télévision pour nous dire que la Côte d'Ivoire était préparée, ils étaient armés, qu'ils pouvaient nous protéger, ils pouvaient nous défendre. Ils ont été clairs là. Oui, c'est de la rhétorique. Je ne sais pas où est le problème. Ah non, mais il n'y a pas de rhétorique. Il y a pas... Vous aurez préféré que Bogadoudou vienne à la télévision pour dire qu'on a commandé des armes, la France les a bloquées, on n'a pas d'armes, si on nous attaque, c'est la merde. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on a menti à la population. Ils n'avaient pratiquement rien pour défendre la Côte d'Ivoire. Ils ont menti à la population. Et donc, dans ce cas donné-là, vous préférez défendre ceux qui ont attaqué par rapport à ceux qui ont été attaqués? On ne parle pas de défendre Pierre ou Paul. Nous sommes en train de faire un raisonnement. Il n'y a pas Pierre ou Paul qui a été attaqué. La Côte d'Ivoire a été attaquée, la Côte d'Ivoire s'est défendue. Ce n'est pas Pierre ou Paul. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire dans une telle situation. Mon point de vue par rapport à si je pense que c'est normal ou n'est pas normal, non, le point n'est pas là. Je suis en train d'articuler par rapport à l'incompétence, un peu, j'allais dire, du gouvernement de Laurent Gbagbo qui n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Oui, mais c'est ce que moi aussi j'essaie de vous faire comprendre. Nous avons été attaqués par surprise, par traîtrise. Et comme nul n'est censé tout savoir, ça peut arriver. Vous avez peut-être les États-Unis qui ont été attaqués par soi-disant Ben Laden. On ne va pas dire que les États-Unis sont incompétents. Mais ce que je suis en train de dire, monsieur Henri Konan Bédia a été aussi attaqué par surprise, je suis par traîtrise aussi. Il y a eu ce coup d'État, vous avez applaudi, vous avez incompétent. Cher frère, au-delà même du fait que Gbagbo, bien que ce soit applaudi, quand Henri Konan Bédia a été attaqué en 1999, il a demandé au peuple ivoirien de sortir. Est-ce qu'il a été suivi? Non, on parle pas de ça d'abord. Je suis en train de parler du... Non, mais monsieur Jacques, nous échangeons et apparemment vous voulez me mettre dans un canevas. Moi, je vous pose une question simple. En 2000, Gbagbo Laurent gagne les élections. Gueye veut faire un coup d'État électoral. Le peuple sort, le peuple défend Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est élu. Le même jour qu'il prête serment, il est attaqué par le RDR. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'a même pas encore posé un seul acte. Il est en train de prêter serment et pendant qu'il prête serment, la rue est en feu parce que le RDR trouve que les pouvoirs dans la rue, il fallait le ramasser. 2 mois après, il y a la première attaque. Quelques mois ensuite, une autre attaque. Et finalement, l'attaque de 2002. Je veux bien comprendre. Quel est le temps qu'on donne à ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il a pu faire en si peu de temps qui peut pousser des gens à attaquer? S'il n'avait pas déjà pris la résolution depuis longtemps d'attaquer. Parce qu'on n'attaque pas un pays de cette manière en 2 jours. Alors, voilà ce que je veux bien comprendre. Maintenant, si vous trouvez que vous et moi, nous sommes frères, nous vivons dans la même maison, et qu'un matin, je me lève pour vous égorger, c'est parce que vous êtes incompétent, là, vraiment, je suis surpris. Non, le problème n'est pas à ce moment-là. Hein? Si vous m'égorgez déjà, je suis mort, donc je ne peux plus parler. Hein? Si c'est moi que vous avez... Oui, et puis votre frère, quelqu'un d'autre va dire que c'est parce que vous êtes incompétent quand vous égorgez, parce que vous dormiez, vous avez fait confiance à votre frère, ce qui est tout à fait normal, et qui s'est réveillé dans la nuit pour vous égorger, donc c'est parce que vous êtes incompétent. Oui, mais dans la maison aussi, si vous saviez aussi qu'il y a des gens aussi qui vous menaçaient aussi depuis longtemps, c'était à vous de prendre vos précautions. Oui, mais monsieur Jacques, quand dans un pays il y a une crise, et qu'on appelle les différents protagonistes à une réconciliation, et que chacun vient jurer la main sur le cœur, qu'on a laissé tomber, on va aller le pays, on va essayer d'aider le pays à aller de l'avant, on va tous participer à un gouvernement pour que les choses se passent bien. Je suis désolé, la moindre des choses, pour des gens de ce niveau-là, c'est quand même d'avoir une parole. Et que pendant que ces gens-là disent ça, ils préparent une attaque contre le pays. En fait, c'est un peu cela aussi, la naïveté. Hein. Vous savez, dans ce genre de situation, quelqu'un qui a volé déjà un œuf peut voler un bœuf. Quelqu'un qui vous a attaqué hier, hein, il peut vous attaquer aussi demain. C'est pas parce que la personne dit je vais rien faire que vous n'avez pas pris les précautions pour protéger le pays. Hein. Ça n'a pas été fait. On a passé tout longtemps certainement à s'amuser avec l'argent du pays, à se balader, à faire pratiquement la belle vie. De ce côté-là aussi, il faut reconnaître aussi l'incompétence du gouvernement Laurent. Non, je connais totalement qu'il a eu des manquements graves. Je suis complètement d'accord. Mais je veux vous faire remarquer aussi que dans la situation où nous sommes, au lieu de passer notre temps à vouloir forcément rendre le gouvernement Gbagbo responsable de quoi que ce soit, il faut se demander d'abord comment des autres normales peuvent attaquer leur propre pays. Non, après... Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on parle de la rébellion, on ramène tout ça, que Gbagbo n'a pas su défendre son pays. Oui, mais justement, s'il avait pu défendre le pays, on n'allait pas avoir cette rébellion, justement. C'est ce que vous ne comprenez pas, mon frère.
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Attaquer le Burkina? Mon frère, voilà, on n'a pas demandé à monsieur, on n'a pas forcé, on n'a pas demandé à monsieur Laurent Gbagbo d'être président. Il était dans l'opposition, il dit qu'il avait pratiquement toutes les solutions. Comme monsieur Ouattara qui était dans l'opposition, il dit qu'il avait toutes les solutions. Il avait toutes les solutions contre la guerre. Une minute, oui. Il dit qu'il avait pratiquement toutes les solutions. Aujourd'hui, il arrive, il est incapable cette fois de trouver au moins des solutions. Nous sommes obligés donc de le critiquer, ça aussi clair. Monsieur Laurent Gbagbo dans l'opposition, c'est lui qui disait pratiquement ils avaient tous les docteurs, ils se fait entourer par tous les docteurs. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient des docteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés au lieu de chercher certainement à diriger, à mettre en pratique leur doctorat. Ils ont passé tout le temps certainement à piller l'argent du pays, à s'amuser. Monsieur Jacques, je veux qu'on soit... Non, je veux qu'on soit... On parle des faits doucement. Monsieur Gbagbo est élu en 2000. En 2000, quand il est élu, nous n'avons plus de relations avec les bailleurs internationaux de fonds. Notre pays est en cessation de paiement de ses dettes. Les fonctionnaires, il n'y a même plus d'argent dans les caisses. Et pendant les 2 ans où le gouvernement a fui, le gouvernement élu par les Ivoiriens, le gouvernement choisi par Gbagbo Laurent Travail, nous nous rendons très bien compte qu'il y a un assainissement des finances publiques. Nous établissons les relations avec les bailleurs de fonds et la Côte d'Ivoire recommence à petit à trouver sa place. Avant que l'attaque de 2002 vienne porter un coup d'arrêt à cela. Pendant les 2 ans, l'école est gratuite. Pendant les 2 ans, les prix des matières premières sont augmentés. Pendant les 2 ans, on se rend compte qu'au niveau des fonctionnaires, au niveau des travailleurs, au niveau des enseignants, tout est débloqué et la vie reprend son cours normalement, jusqu'à ce qu'on soit attaqué. Donc, il est faux. Non, je viens. Il faut faire la différence entre le gouvernement de crise et le gouvernement Gbagbo. C'est très différent. Écoutez, vous voulez faire cette différence, pour moi, ce n'est pas aussi important. Hein? Ce qui est important, M. Laurent Gbagbo, c'est lui qui était le président donc, de la République, hein, croyez-moi. Il avait un parti aussi des ministres de souveraineté, c'est lui qui les avait pratiquement aussi, hein, vous comprenez. Hein? Et ensuite, vous parlez pratiquement en moins 2 ans. En 2 ans, il a eu certainement, on peut dire le miracle économique ivoirien en 2 ans. Souffrons aussi que quand le Bédi a pris le pouvoir, en 3 années, il y avait le miracle. C'est là on a parlé des éléphants aussi d'Afrique. Hassan Dramane Ouattara. Une minute, je finis. Alassane a pris le pouvoir pendant donc les 2 années aussi. Hein, il y a quand même beaucoup d'argent aussi, en guillemets, hein, qui rentre aussi dans ce pays. On a parlé d'un taux de croissance certainement donc de près de avoisinant au moins les 9%. Il ne suffit pas de commencer, il faut terminer. Quand vous ne terminez pas, vous ne terminez pas. Mais monsieur Jacques, mais quand vous commencez, pour que vous terminez, il faut qu'on vous laisse terminer au moins. Oui, mais les autres aussi, laissez terminer. On ne peut pas forcer. Qu'est-ce que nous on fait à Ouattara aujourd'hui? Nous demandons probablement que le droit de vivre notre liberté, c'est tout ce qu'on demande à Ouattara. Le droit de pouvoir nous exprimer, le droit de pouvoir nous réunir pour des partis politiques, le droit de pouvoir dire ce qu'on pense. C'est tout ce qu'on demande à Ouattara. Personne n'a demandé à Ouattara de nous donner son pouvoir. Le SPI prend le pouvoir par le vote. Il faut que vous vous rappeliez de ça. Je suis d'accord avec vous, hein, que aucun Ivoirien, d'abord la Constitution ne le permet pas. Aucun Ivoirien ne doit être à l'étranger aujourd'hui. Aucun Ivoirien. De ce côté, maintenant, dans 1 minute, de ce côté, je suis d'accord avec vous à 350%. C'est peu. Faut 1000%, c'est mieux. Voilà, pour moi, sincèrement, vous n'êtes pas chaud, mais on a engagé beaucoup de débats ici, beaucoup d'émissions afin d'attirer l'attention du gouvernement pour que tous les Ivoiriens puissent rentrer. De ce côté, je suis d'accord avec vous, peut-être même 1 million %, hein, voilà, tous les Ivoiriens. Oui. Merci, hein. Ça a été un bon débat, hein, merci. Hein. Voilà. En tout cas, je vous félicite pour les échanges. Et puis j'aimerais dire une dernière chose quand même aux frères qui interviennent et à tous ceux qui interviennent. Vous savez, c'est une radio qui est suivie de manière internationale. Et il est souvent regrettable que souvent certains frères ramènent toujours le débat vers le bas, notamment le tirant sur un côté ethnique ou bien sur un côté total trop partisan. C'est vrai qu'on a chacun de nous des sensibilités, mais pour le bien de notre pays, quand nous parlons, attention à la vérité, parce qu'il y a beaucoup qui nous écoutent. Il y a plein d'hommes qui nous écoutent et qui se font une idée par rapport à ce que nous disons. Il faut s'attacher à dire la vérité, il faut s'attacher à dire ce qui est vrai, il faut s'attacher à la légalité. Voilà, c'est vrai que nos hommes politiques prennent des décisions, font des choses souvent que nous regrettons, mais nous ne sommes pas obligés de soutenir n'importe comment, n'importe quoi. Voilà, il s'agit de notre pays, nous traversons une crise très grave. Si les Ivoiriens ne rentrent pas en eux-mêmes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, afin que ça ne se répète plus, si on veut rester l'affaire de la surenchère et ne pas aller au fond des choses, cette crise-là va revenir en plus grave. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup et je vais vous laisser. Moi, je vais chercher à dormir maintenant. Merci beaucoup, Chris, hein, et surtout, bon courage.
J'espère que d'ici très peu de temps, vous allez certainement rentrer au pays pour aider au moins la Côte d'Ivoire. Si toi, dès qu'on rentre. Je vais vous laisser dire bonsoir à votre frère Ngueta d'Aboisseau là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que vous êtes parent, qui sait. Monsieur Ngueta, Monsieur Ngueta, est-ce que vous êtes là? Oui, Jacques. Voilà, vous avez votre frère d'Aboisseau, il est actuellement à l'exil. Peut-être que vous êtes votre frère direct même, qui sait. Il est d'Aboisseau aussi. Oui, je voulais dire bonsoir à Chris et puis bon, lui dire du courage. Vous le savez, c'est ça aussi, peut-être l'histoire des hommes. Très souvent, des choses arrivent auxquelles on n'était pas tout à fait préparé. Mais bon, au-delà de, je vais dire, nos positions politiques, je pense que tout à l'heure, c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que j'ai entendu qu'il était d'Aboisseau. Je ne le dis pas parce qu'il est d'Aboisseau, mais je veux dire que, écoutez, même nous qui avons fait le choix volontaire d'être ici aux États-Unis, on sait vraiment que c'est pas vraiment évident d'être ici. Souvent, on se plaint de qu'est-ce qu'on fait ici. À plus forte raison, ceux qui, ma foi, par rapport à des circonstances malheureuses, ont été contraints à l'exil. Je partage vraiment, je vais dire, leur peine. Mais bon, écoutez, je pense aussi que ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je dis toujours, au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il faut revenir à ce qui est fondamental. Et ce qui est fondamental, c'est de trouver un dénominateur commun qui puisse vraiment fédérer les énergies et les efforts pour que on regarde, on puisse laisser à nos enfants mieux que ce que nos prédécesseurs nous laissent en ce moment. Et ça vient de ce qu'on doit pouvoir participer, je veux dire, au développement de la Côte d'Ivoire, au-delà de nos différences. Alors vraiment, je voulais dire bonsoir à mon frère. Je suis content d'échanger avec lui. C'est vrai qu'on a eu des échanges assez forts, mais bon, je lui dis bonsoir et puis bon, j'ai beaucoup de courage. Je pense qu'on aura le temps d'échanger encore sur cette radio. Voilà. Donc, Anyama, vraiment, comme on dit ça, Nani déjà là, vraiment. Non, mais après, ma j'ai abouti là, mi voilà, tu vois, donc, mais j'étais à Bignan décembre, ça me revient un tout petit peu, un peu, quoi. De temps en temps, j'appelle, ça revient, quoi. Il faut aller souvent, alors. Voilà. C'est vrai que j'ai passé par Boisé une seule fois, mais bon, je comprends parfaitement, quoi, je veux dire, ce que les frustrations des uns et des autres, parce que ils veulent pouvoir aussi partager leur position. C'est vrai que moi, tu vas peut-être avoir le temps de le constater. Je suis la cible à abattre, entre guillemets, sur la radio, parce que bon, on estime que comment est-ce que tu peux être à Boisseau, que tu supportes, entre guillemets, des rebelles, des sanguinaires, bon, comme si, bon, vous êtes d'Aboisseau, vous êtes FPI, vous êtes proche du FPI. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est comme ça qu'on devait pouvoir faire la politique. Nous respecter mutuellement dans nos divergences, c'est tout. Ok. Merci. Abousso, Nyamé là. Ok, Nyamé là. Ok, voilà. Merci, bonne nuit. Bon, Jacques, est-ce qu'on pourra finir notre débat avec Ngueta ou bien c'est terminé? Bon, n'a le commis, Madame Nyoy, pas de Daflé, ça serait une autre fois Madame Nyoy Daflé. Là, on va faire mieux fois Madame Nyoy. Ouais, Daflé le commis. Il a posé ma question, il répondra à cette question-là une autre fois, peut-être demain ou après-demain, parce que je l'ai écrite, il faut qu'il me réponde. S'il pense que Ouattara a toute la souveraineté de la Côte d'Ivoire et sur le peuple ivoirien. Voilà, bonne nuit à tout le monde et à demain. Voilà, je vous promets, Madame Nyoy, de répondre à cette question-là un jour. Voilà. Alors, M. Ngueta, donc préparez-vous, vous avez donc suffisamment de temps pour aller certainement vous documenter, puis venir certainement répondre à Madame Nyoy. Alors, si c'est Madame Nyoy, vous allez répondre, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Merci Ngueta. Alors, je vais prendre 2 ou 3, 4 personnes et puis conclure rapidement. Voilà, ceux qui n'ont pas pu intervenir, qui sont encore en ligne et qui veulent, qui piaffent d'impatience. Alors, je vais aller donc du côté. Je crois que j'ai cru voir, alors, dans une petite minute, ceux qui n'ont pas pu intervenir, ceux qui ont intervenu, bon, voilà. Je crois que les frères sont partis. Là, voilà, je pense très bien. Une minute, le temps donc de regarder ceux qui n'ont pas encore pu intervenir. Bon, voilà, je n'arrive pas du tout donc à les
Bon, je crois qu'il y avait Madame Dick qui devait faire son point, elle n'a pas pu faire son point rapidement. Alors, Madame Dick, hein, allez-y, hein, faites votre point rapidement. Excusez-moi, Madame. Madame Dick, est-ce que vous nous entendez, hein? Voilà, je crois que nous avons perdu. Donc, Madame Dick, hein. Alors, Karamoko, est-ce que vous voulez faire votre point rapidement, Karamoko? Bon, voilà. Alors, c'est ceux, je crois que nous les avons perdus. Alors, les autres, je crois que ça sera certainement une autre fois, hein? Alors, ou bien peut-être, bon, laissez-moi, je vais voir si je peux prendre, je crois qu'il y a un frère que j'ai vu, voilà, je vais prendre rapidement Cheikh, voilà, et Cheikh Sangari, rapidement, je crois qu'il a pu faire son point, hein. Cheikh, vous avez pu faire votre point, hein, mais je vous donne 30 secondes et puis nous allons conclure, hein, allez-y. M. Jacques Roger, franchement, merci, le débat là, c'était intéressant, mais moi, franchement, je voudrais dire un mot ce soir, et ce mot-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dormi et ils vont penser à ça. M. Soro Guillaume nous a dit, il dit, pour faire la politique en Côte d'Ivoire, il faut être courageux. Et je dis à tout le monde. Hein? Quand vous avez dit Soro Guillaume, tout le monde dit oui? Hein? Si c'était vous avez parlé du nom de Soro Guillaume, si c'était en Côte d'Ivoire, on allait dire Voilà, il savait, je savais que c'est pas le cas de dire. Il savait ça. Mais il dit, pour faire la politique en Côte d'Ivoire, il faut être courageux. Mais aussi, la politique, quand on fait la politique là, il faut être intelligent. Et je vous dis, M. Ngueta, qui est un technicien, qui a démontré ce soir encore, tu marches comme ça, et franchement, moi, je te respecte. Et bonsoir, M. Jacques. Et bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ami, bonsoir, bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Voilà, c'est la même chose, hein, voilà. Bonsoir, bonjour. C'est tout là, c'est même. Alors, qui je vais prendre pour conclure, hein, rapidement? Il va prendre quelqu'un pour conclure rapidement, hein? Je crois que bon, on va aller à la conclusion, hein, je crois, hein. Alors non, je vais laisser donc ma soeur, alors voilà, ma soeur, elle a très bien, elle m'a tellement touché ce soir, je vais l'appeler, elle a dit qu'elle venait donc de Boaké, je ferai tout rentrer en contact avec elle, Madame Sebo, je vais vous avoir tout, hors antenne pour qu'on discute là, puisque vous êtes de Boaké. Merci, hein, voilà, une autre fois, et surtout, hein, portez-vous bien. Et voilà, à demain, hein, voilà, au revoir. Au revoir. Voilà. Soudan, un émissaire du chef de l'État soudanais chez le président Alassane Ouattara au centre des échanges, la crise entre le Soudan et le Soudan du Sud.